Bonsoir, messieurs et dames. Merci de nous rejoindre à ce JDS, au journal dimanche au soir, qui aujourd'hui sera marqué par ces sujets. Afrique, Asie et le monde, quelle relation pour la paix, la justice, la prospérité et la durabilité mondiale? La question était au cœur d'un colloque international à Ouagadougou. Nous allons débattre sur les 3 jours de réflexion et les grandes propositions avec les professeurs Isaac Bazier et Darwis Rodori. Inauguration officielle de la centrale solaire photovoltaïque de Kodeni et celle de Pa dans la région de la boucle du Moun. Kodeni, c'est dans la région des Hauts-Bassins, 73 gigawatts et 54,15 respectivement en termes de capacité. Nous allons revenir en images sur l'inauguration officielle. Et enfin, culture, toujours dans ce JDS, Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou, SIPAO, cela a débuté aujourd'hui même et à court jusqu'au 30 décembre prochain. Nous allons revenir sur son contenu dans le détail, notamment avec le promoteur de ce salon. C'est ce qui va donc marquer ce JDS, sans oublier que dans la partie société, nous allons aussi avoir un autre plateau dont vous allez découvrir la composition. Et à la fin de ce JDS, on va parler sport, notamment avec Claude Romba, et comprendre comment est-ce que nos équipes se préparent pour la prochaine CAN. La première des rubriques, c'est l'économie et c'est maintenant. Nous l'annoncions en titre, le Premier ministre Apollinaire Joachim Somme de Tambela a procédé le samedi à l'inauguration officielle de la centrale solaire photovoltaïque de Kodeni dans la région des Hauts-Bassins et celle de Pa dans la région de la boucle du Moun. Il en déclarera selon la Sonabel un rehaussement de sa production solaire de 153 MW crête, soit une augmentation de 31,37%. Nous revenons à cette cérémonie d'inauguration. Un champ solaire constitué de 69 608 panneaux solaires de 545-500 watts, 2486 strings de 28 panneaux solaires, 150 onduleurs de 204 kW, 5 postes de transformation de 6 MW chacun et 829 tables en système tracking, c'est la composition de la centrale photovoltaïque de Kodeni, un fruit du partenariat public-privé. Elle permettra de raccorder plusieurs ménages selon le secrétaire général de la Sonabel, Okana Ganou. Une puissance installée de 38 MW crête et couvrant une superficie de 70 hectares dans la commune de Matiokou, dans la région des Hauts-Bassins, la centrale solaire de Kodeni injectera en moyenne 63 GWh par an sur le réseau national interconnecté et permettra de raccorder plusieurs milliers de ménages au réseau électrique de la Sonabel. Aussi, permettra-t-elle de réduire annuellement l'émission de gaz à effet de serre à travers une économie de 43 000 tonnes de CO2. Un motif de satisfaction pour le ministre en charge de l'énergie, Simon-Pierre Boussine, qui voit en ces centrales l'engagement du gouvernement d'aller dans des solutions endogènes pour une souveraineté totale du Burkina, en plus des faveurs que cela va apporter à la nationale de l'électricité. C'est 2 actes majeurs qui entre dans la politique du gouvernement sous le leadership de son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, qui veut qu'il y ait de l'endogénéité dans tout ce que nous faisons. Aujourd'hui, nous utilisons des sources endogènes pour produire de l'électricité propre et moins coûteuse, qui vient en quelque sorte non seulement sur le prix, réduire les prix, mais aussi soulager la population, parce que au-delà du prix que nous engageons dans la production d'énergie thermique, il y a aussi les taxes que la population paye, qu'on utilise pour subventionner le carburant qui rentre dans la production d'énergie thermique. Au cours de cette cérémonie, les 2 entreprises en charge des travaux ont fait un don de 100 millions pour soutenir l'effort de guerre. Notons que dans le cadre de la politique de responsabilité sociétale des entreprises, plusieurs ouvrages sociaux ont été réalisés dans les 2 communes.
Acteur de la paix, de la justice et spécialiste des civilisations africaines et asiatiques et de coopération étaient réunis à Ouagadougou, nous le disions en titre pour un colloque. Afrique, Asie et le monde, quelle relation pour la paix, la justice, la prospérité et la durabilité mondiale? Une question actuelle dans la dynamique de diversification des partenaires dans le contexte burkinabé. Cela s'est tenu à l'université Joseph Kizerbo sur l'initiative de l'Institut d'études afro-asiatiques et internationales Afrasie en abrégé et ses partenaires, puisque 80% de la population mondiale se trouvera en Afrique et en Asie d'ici la fin du siècle. Le rapprochement ne peut être qu'une force, une arme même, que certains redouteraient. Même, il faut se poser aussi des questions. Comment définir ces relations qui se resserrent avec certains pays du continent qui vivent un désamour pour des attellages et des relations mal ficelées? Question que nous allons aborder aujourd'hui avec le professeur Isaac Bazier, professeur titulaire UCAM, cofondateur de l'AFI, Laboratoire des Afriques innovantes, fondateur de l'Institut d'études afro-asiatiques et internationales Afrasie. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Nous sommes aussi avec Darwis Rodori, architecte, historien, professeur des études orientales à l'université Le Havre Normandie en France. Bonsoir. Bonsoir. Un plaisir de vous avoir. Je parlais de ce colloque-là donc avec la thématique, je disais, qui est très actuelle, puisque pour certains pays, en tout cas du continent, dont le Burkina, il y a une forte reposition dans les coopérations que nous avons, dans les intérêts qui sont les nôtres et la façon de les faire valoir. Vous posez ici la problématique de cette Afrique avec l'Asie et le monde, parce qu'entre l'Afrique et l'Asie, il y a un tiret. Oui. Et le monde est à côté. Oui. La question que je vous pose, pourquoi un colloque justement international et interdisciplinaire, Afrique, Asie et le monde? Professeur. Oui, merci de nous recevoir et de nous donner l'occasion d'aborder ces questions importantes. Et j'aimerais d'abord souligner que ce colloque a lieu dans un contexte particulier ici au Burkina Faso et que en l'organisant ici, nous sommes au cœur des enjeux qui nous préoccupent et c'est l'occasion aussi pour moi et pour mon collègue cofondateur de l'Institut d'études afro-asiatiques internationales d'avoir une pensée pour les nôtres qui ont, n'est-ce pas, qui contribuent et qui ont contribué au prix de leur vie, n'est-ce pas, à la reconquête de notre pays et, n'est-ce pas, à sa prospérité. Donc, cela dit, un colloque donc sur l'Afrique, l'Asie et le monde. Et ce colloque n'est pas quelque chose que nous avons improvisé. Nous sommes des chercheurs, des enseignants-chercheurs qui travaillons depuis des années sur ces questions-là et nous avons eu le projet de cofonder l'Institut Afrasie ici à Ouagadougou pour avoir justement quelque chose qui, à partir du continent africain, va penser, n'est-ce pas, cette relation. Pourquoi donc ce colloque? C'est d'abord l'occasion de marquer le commencement des activités de l'Institut. Par ailleurs, donc, et de poser la grande question qui est au cœur de cet institut-là, l'Afrique-Asie et le monde. Parce que l'Afrique-Asie, le projet n'est pas pour vivre en autarcie, mais pour justement converger et voir de quelle façon est-ce que les deux continents qui partagent des éléments historiques et culturels peuvent apporter leur contribution au monde. Cela dit, nous avons choisi la date du 13 décembre aussi parce que c'est la date commémorative de la conférence des peuples africains, n'est-ce pas, organisée en 1958 par Kwame Nkrumah à Accra. Alors c'était l'occasion en même temps de souligner et de commémorer cela et de se poser des questions sur l'Afrique, donc à partir du projet donc, du panafricanisme. Alors maintenant, pourquoi ce colloque? Parce que, comme vous l'avez si bien dit, il y a les grandes puissances ou tout acteur de calibre international qui se prend au sérieux se donne rendez-vous en Afrique. Donc l'Afrique, le continent, est une fois de plus courtisé. Je dis une fois de plus parce que nous savons que le continent a reçu, je dirais, la visite non sollicitée du point de vue de l'histoire de grandes puissances, l'esclavage, la colonisation. Et une fois de plus, nous voyons au début de ce millénaire une convergence vers le continent. Alors, il est important au regard donc de ce qui se passe aussi du point de vue démographique, du point de vue de l'histoire, du point de vue des économies qui convergent et
surtout du point de vue de la multipolarité du monde actuellement, où nous ne sommes pas dans cette dichotomie des blocs, mais où nous avons plusieurs options. Il est important que la réflexion s'intensifie sur le continent par rapport à ce que le continent peut prendre comme position vis-à-vis de toutes ces sollicitations qui sont très actuelles. Je vais venir vers professeur Rodori. Oui. Quand on regarde, on se dit, bon, pour se mettre ensemble, il faut avoir au moins des dénominateurs communs, des éléments qui vous rapprochent. Vous êtes historien. Oui. Qu'est-ce qui fait que le continent africain gagnerait plus à se rapprocher de l'Asie, gagnerait plus à penser à cette coopération-là et à la repenser? Alors, on soupçonne souvent, lorsque les Asiatiques se rapprochent des Africains, ça sera un nouveau colonialisme, n'est-ce pas? Parce que l'Asie est plus puissante, etc., etc. Mais historiquement, nous sommes d'abord, sur le plan paléo-anthropologique, nous sommes tous les descendants des Africains. Les Asiatiques sont les descendants des Africains. Donc moi, personnellement, je me sens que je fais partie de la diaspora africaine dans le monde. Je suis asiatique et les deux continents sont les seuls continents qui abritent des civilisations distinctives par rapport à la civilisation occidentale. Donc, contrairement aux autres continents qui sont l'extension de la civilisation occidentale, et l'Afrique et l'Asie restent vivre en gardant leurs racines qui ne sont pas occidentales. Et la crise actuelle, c'est la crise qui a mené par la civilisation occidentale, par la montée de l'Occident, depuis le XVe siècle, qui est marquée par la conquête du monde, le génocide des peuples autochtones, l'esclavage, le colonialisme, les crises économiques devenues mondiales, les deux grandes guerres mondiales. Tout cela sont la montée de l'Occident. Alors, maintenant, l'Asie monte. Et la montée de l'Asie. Et le top 10 top économie du monde d'ici 2050 sera la majorité asiatique. Donc la Chine, l'Inde, l'Indonésie, Japon, etc., etc. Et la conférence de Bandung, c'est notre référent, c'est-à-dire la conscience des leaders afro-asiatiques de 1955, Sukarno de l'Indonésie, Chou Enlai de la Chine, Nasser de l'Égypte, Nehru de l'Inde, puis continué par Nkrumah en mouvement non aligné, 1961, puis Havana, et puis Thomas Sankara qui continue avec les mouvements non alignés. Tous se réfèrent à la conférence de Bandung. L'Afrique et l'Asie doivent s'unir pour la prospérité, la justice, la durabilité mondiale. Alors, moi-même, personnellement, je suis intellectuel, je suis universitaire, j'ai un devoir pour accompagner la montée de l'Asie, pour qu'il soit bénéfique au monde entier, et non seulement pour les Asiatiques, pour ne pas répéter l'histoire de la montée de l'Occident qui se termine par le colonialisme, néocolonialisme, etc., etc. Donc, la montée de l'Asie doit être bénéfique pour le monde entier en accompagnant les Asiatiques montants et bientôt l'Afrique montant. Il faut accompagner pour qu'ils soient allés dans le sens de la conférence de Bandung, c'est-à-dire 5 objectifs. Coexistence pacifique entre les pays, les nations différentes, la diversité de systèmes, libération de toutes sortes de dominations, de hégémonie. 3e, l'égalité de toutes les nations, les races, les peuples. 4e, la solidarité envers des peuples encore en retard, colonisés, opprimés, victimes de l'injustice. Et le 5e objectif, émancipation du peuple, des nations, etc. Mais ce n'est pas terminé. Le 2e point de devoir intellectuel, académique, c'est aussi accompagner qui sont encore en retard pour qu'ils puissent rattraper
en même temps. Donc ne laissez personne de côté ou être abandonné. C'est ça, voilà. Ça, le comprend. Donc, le professeur Rodori qui est quand même revenu sur la conférence très importante de 1955 de Bandung. Mais quand on regarde derrière, c'est après que les mouvements de libération contre, on va dire, l'impérialisme, l'oppression de l'impérialisme vient. Et ce qui est bien, c'est que l'Asie aussi connaît ses combats, tout comme le continent africain. Mais nous, on est indépendants. Ça fait plusieurs décennies. Quand on regarde l'Asie, il parle de la montée, mais ça, c'est pour être humble. Nous, où on en est dans tout ça? Qu'est-ce qui n'a pas marché? D'abord, il faut dire que nous avons en commun, justement, ce fait-là colonial. L'Occident est monté en puissance et a fait de l'Asie et de l'Afrique des objets, des lieux d'exploitation et a produit un narratif sur l'Africain et l'Asiatique. Le Bandung, en 1955, a ceci en commun, je veux dire, les leaders qui se retrouvent là, que justement, pour la première fois, on se retrouve en dehors de l'espace occidental pour penser son devenir et se défaire de ce joug-là. Alors, les pays asiatiques ont emprunté leur chemin. Ils l'ont commencé d'ailleurs avant Bandung. Hein. Il y en a mais les pays africains, à Bandung, il n'y avait pas beaucoup de pays africains indépendants. En ce moment, nous sommes en 1955. À partir de 1960, nous voyons que la cadence s'accélère. Et d'ailleurs, quand nous regardons la conférence de Belgrade en 1961, avec le lancement du mouvement des non-alignés, il y a des pays qui étaient là et qui en 1955 n'étaient pas, n'est-ce pas, indépendants. Cela dit, alors, donc, les deux continents ont ceci en commun aussi que ils ont leurs ressources pour un développement endogène. Ce sont des modèles de développement qui potentiellement se ressemblent. Pourquoi? Parce que l'Occident, on peut le dire, on le voit encore, a exploité les ressources à l'étranger, incluant les ressources humaines. L'esclavage est un fait. Donc, pour se développer. Mais en Asie, l'Asie aujourd'hui a ce qu'il faut en Asie pour son développement, l'Afrique aussi a ce qu'il faut en Afrique pour se développer. Donc ce sont des économies et des modes de développement qui peuvent se ressembler, qui se ressemblent. Maintenant, la décolonisation en Afrique, nous disons, du point de vue de la recherche, qu'elle est une décolonisation qui n'a pas été achevée dans les années 60. Et qu'actuellement, nous sommes dans une deuxième phase de la décolonisation. Alors qu'en Asie, ce développement, cette décolonisation a connu une autre dynamique qui a permis, naturellement, de régler des questions majeures qui continuent de préoccuper les pays africains en ce qui concerne les politiques de développement, la constitution d'une identité nationale, dans la gestion plus ou moins réussie de la diversité linguistique, ethnique. L'Indonésie, d'où vient mon collègue Darwis Kudori, est un bel exemple. Il saura mieux en parler. Alors, il y a des questions fondamentales qui ont été réglées là. Il y a le lien avec les intelligences asiatiques à l'extérieur, le bénéfice que les diasporas asiatiques ont pu apporter dans un premier niveau de développement pour justement permettre qu'on apprivoise des savoirs et des savoir-faire. Ce sont des mécanismes, des processus qu'ils ont menés et qui, à certains égards, préoccupent encore le continent africain. Et voilà pourquoi, bon, voilà, nous avons des questions ici. Maintenant, là où nous sommes rendus, nous pensons, du point de vue de la recherche, dans l'observation que nous faisons des dynamiques, que nous sommes dans une deuxième phase de décolonisation et de déploiement vers des solutions, qui vont être des solutions novatrices nécessairement, mais que nous ne pouvons pas concevoir en autarcie. Parce que de toutes les façons, moi je dis dans la recherche que l'Afrique est un lieu-monde. Étant un lieu-monde, elle a été visitée, cette Afrique-là, par des visiteurs, comme je le disais tout à l'heure, non sollicités, mais elle peut faire, n'est-ce pas, tirer un bon bénéfice de cette mondialité en allant vers des partenaires et des alliés plus ou moins naturels, et c'est l'Asie. D'accord. Je vous prends au mot, vous avez parlé de narratif, vous avez parlé d'une dynamique d'indépendance non achevée. Presque. Moi, je vais venir vers vous, Rodori. Oui. C'est vrai que du côté de la France, vous enseignez les études orientales. Oui. Mais est-ce que les Asiatiques, est-ce qu'ils ont conscience que pour
la plupart des Africains, quand on parle de l'Asie, on parle de l'Europe de l'Est, quand on parle de l'Amérique latine, on les voit en périphérie de notre monde. Mais ça, c'est... Professeur, on vous fait le procès, vous êtes des intellectuels, on dit que c'est vous qui avez pérennisé ça dans nos écoles, et les enfants, ils ont grandi avec ça. Est-ce que vous avez conscience que c'est comme ça que vous êtes souvent perçus dans beaucoup de pays africains, d'être plutôt en périphérie, pas être le centre du monde comme l'Europe l'est ou l'Amérique? Oui, mais ça c'est une perception historique, évidemment basée sur des théories. Notamment, je me réfère à la théorie du professeur Samir Amin. C'est le capitalisme qui crée la polarisation du monde entre le centre et les périphéries. Le centre capital, c'est l'Europe de l'Ouest. Et les périphéries sont les pays qui sont exploités, qui sont tournés autour du centre. C'est en quelque sorte une galaxie que j'appelle la galaxie occidentale. Dans la galaxie occidentale, nous sommes en dehors de l'Europe de l'Ouest et les États-Unis font partie. En dehors de ça, tous sont des périphéries, des satellites qui tournent autour, qui sont absorbés par la gravitation de l'Europe de l'Ouest. Donc nous sommes Afrique, Asie, Amérique latine, c'était la périphérie de cette galaxie capitaliste. Voilà. Et donc l'alternative pour cela, c'est que j'appelle constellation Bandung. Donc comment on casse ça? Voilà. Depuis 1955, comment on casse ça? Voilà. Donc des notions de l'astronomie que j'emprunte, la galaxie qui est un système capitaliste en fait, et la constellation qui est basée sur l'imagination, c'est-à-dire constellation, il n'existe que dans notre imagination basée sur l'idéal. Donc lorsque nous voyons des étoiles ici et là et nous lions les uns les autres, ça devient une constellation. Et la constellation Bandung, c'est la constellation basée sur les idéaux de la conférence de Bandung. L'imagination, l'imaginaire des peuples essentiellement afro-asiatiques lorsqu'on a organisé la conférence de Bandung. L'Amérique latine s'est jointe plus tard. Mais la constellation Bandung commence par afro-asiatique et puis Amérique latine, puis voilà, il se développe jusqu'à aujourd'hui, cette constellation de Bandung, mais ça reste quand même fragile, dans le sens que tous les pays africains, asiatiques et latino-américains ne partagent pas forcément avec ces scénarios-là. Voilà. D'accord. Ouais. Donc je reviens vers vous pour vous permettre de réagir, parce que c'est pas le pic, mais c'est un reproche qu'on fait très souvent à notre enseignement, c'est d'avoir été la caisse de résonance de ces choses-là et qui a fait qu'on est resté presque enfermé dans certaines façons de voir. Oui, vous savez, quand on parle de colonisation, on parle de culte, on parle d'un système. Et pour défaire ce système, on ne peut pas s'en prendre seulement à ces manifestations. Il faut y aller du point de vue des institutions qui pérennisent le système en question. Et ces institutions, l'école fait partie de ces institutions. La décolonisation, il y a Bonaventura de Sousa Santos, un théoricien, qui dit que le Sud, et prenons l'Afrique, est le lieu où le Sud n'est pas chez lui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, étant au Sud, étant chez nous, nous sommes quand même frappés d'extériorité, comme dirait l'autre. Et le processus de décolonisation consiste fondamentalement à aller chercher ce qui est dans nos institutions, dans les curricula, et dans les savoirs accumulés, dans les manières de faire, à interroger tout cela et à remettre en question, à déconstruire ces processus-là. C'est la raison pour laquelle le travail n'est pas fini. Et voyez-vous, alors donc, ce ne sont pas seulement les intellectuels qui ont reproduit cela, c'est tout le système qui a été marqué par ce système-là. Alors, je veux dire, c'est toute la société qui a été marquée par ce système colonial. Et on le voit, c'est l'administration, c'est la manière de penser, de voir les choses. Vous savez, et là, c'est un travail que non seulement les intellectuels, mais que tout le monde, tous les acteurs de nos sociétés, n'est-ce pas, doivent embrasser. Vous savez, lorsqu'on prend
par exemple, maintenant, la connaissance réciproque, mutuelle. Et c'est la raison pour laquelle un colloque comme celui-ci et l'Institut d'études afro-asiatiques internationales, tel que nous l'avons fondé, ont toute leur importance. Pourquoi? Parce que, vous savez, vous promenez à Pékin et il y a des gens qui vous demandent la permission de vous photographier. Et alors, parce que, voilà, nous ne nous connaissons pas. Ce n'est pas seulement l'Afrique qui ne connaît pas l'Asie. L'Asie ne connaît pas assez bien l'Afrique non plus. C'est réciproque. Nous, et ceci est le fait, comme mon collègue le dit, de cette façon que l'Occident a eu de se constituer en centre du monde et de fédérer les regards. Ce qui fait que les regards de biais, les regards de côté, donc entre l'Asie et l'Afrique par exemple, sont devenus quelque chose qu'il faut maintenant, n'est-ce pas, promouvoir. Alors donc l'idée, il y a deux choses. D'une part, d'aller vous demander, n'est-ce pas, comment aller contre cela. Et, premièrement, du point de vue des intellectuels et des enseignants-chercheurs que nous sommes et de l'institut que nous avons fondé, c'est d'abord de les construire. Vous savez, quand on veut se rendre quelque part, n'est-ce pas, il y a deux choix. Ou on prend les sentiers battus, c'est plus facile, ou on se ferait de nouveaux sentiers. Alors, les sentiers battus, ce serait que l'Asie vienne en Afrique en transitant par l'Europe, en transitant par l'Occident, au lieu de venir directement. Ce serait que les Africains aillent en Asie en passant aussi par l'ancien centre. Mais le nouveau sentier, ce serait celui-là qui nécessite des efforts, vraiment, qui consisterait à déconstruire ce que l'Occident a dit sur l'Africain et ce que l'Occident a dit sur l'Asiatique, pour que nous n'allions pas nous servir des images que l'Occident a mises en circulation sur l'Asie et réciproquement sur l'Afrique pour nous connaître. Cela veut dire, par exemple, qu'actuellement, au moment où nous sommes en train de diversifier nos partenariats, que nous fassions l'effort d'aller en Chine, d'aller en Indonésie, d'aller au Japon, au lieu de nous contenter de l'image que l'Occident, par exemple, projette de la Chine, et que nous allions au contact direct pour savoir qui sont-ils, que proposent-ils, et quelles sont justement les avenues, les convergences que nous pouvons observer, de manière à ce que nous puissions trouver des solutions innovatrices par rapport aux questions qui sont vieilles et qui sont nouvelles, qui se posent à tout le monde, mais auxquelles l'Afrique et l'Asie n'ont pas encore adéquatement répondu. Nous dirons, n'est-ce pas, que ces questions-là sont nombreuses, mais les solutions, les questions liées à la crise environnementale, les questions du sujet de l'individu par rapport à sa communauté, les relations de genre, et je veux dire, les projections sur l'avenir, et toutes ces questions-là, nous ne pouvons plus nous satisfaire des réponses qu'offre l'Occident, et je trouve que l'Afrique et l'Asie n'ont pas encore offert leurs réponses. Joseph Kizerbo disait, n'est-ce pas, qu'il va falloir que l'Occident ait l'humilité, un jour, d'apprendre, n'est-ce pas, de l'Afrique. Et aussi, nous disons ici ce soir, de l'Asie. Mais nous n'allons pas attendre qu'il fasse un mea culpa ou qu'il nous sollicite. Nous allons faire preuve d'agentivité. D'accord. C'est vrai que lors du colloque, le professeur Balima utilisait un terme que j'ai apprécié, j'avais noté ça quelque part. Il parlait du prisme déformant des identités asiatiques et africaines. C'est de ça que vous parlez aujourd'hui. Mais justement, il y a une question qui demeure quand même centrale. C'est vrai, l'Afrique et l'Asie dans un nouveau monde, pour un nouveau partenariat, c'est beau. Mais vous savez, quand vous êtes en situation de divorce, vous commencez à bien regarder ce qu'on met comme clause dans l'acte de mariage. Et là, on est courtisé. L'Afrique, c'est un continent courtisé aujourd'hui. Vous avez plein de sommets, Russie-Afrique, vous avez, je ne vais pas vous réciter ceux de l'Occident, on a Turquie-Afrique, il y en a plein aujourd'hui. Mais qu'est-ce que l'Asie veut offrir et qu'est-ce que l'Afrique attend? C'était les bonnes questions qu'on n'avait pas posées au départ. Qu'est-ce que vous avez offert? Voilà. Et donc la philosophie asiatique, évidemment, lorsqu'on tisse le rapport, c'est toujours il y aura un bénéfice mutuel, n'est-ce pas? Gagnant-gagnant. Gagnant-gagnant, n'est-ce pas? Ça c'est le principe de base. Et donc les échanges, n'est pas seulement la question technique, matérielle, mais aussi culturelle. C'est-à-dire s'il y a un échec dans les négociations, dans les échanges, etc., c'est essentiellement le problème culturel, parce que la barrière culturelle, ce n'est pas la question technique, mécanique avec le numérique, etc., etc. Voilà. Et donc, évidemment, les Asiatiques souhaitent l'Afrique, ce dont les Asiatiques ont besoin. Évidemment, il y a des matières premières, etc., etc. Mais les Asiatiques, ils ont des savoir-faire
Alors, les Asiatiques maintenant, ils ont tout ce qu'il faut pour se développer. Ils sont les matières premières également, dans certains pays comme l'Indonésie. Même le Japon n'a pas, Singapour n'a pas, mais l'Indonésie a tout ce qu'il faut. Il y a le pétrole, le gaz, le bauxite, le nickel, l'or, etc., etc. Deuxième, il y a le financement. Hein, Singapour, Hong Kong, ils sont des centres financiers, tout le monde. Tokyo. Hein. Il y a la technologie. Maintenant, la Chine, la Corée, ils sont avancés technologiquement. Hein. Quatrième point, il y a le marché. L'Asie, c'est un grand marché. Et cinquième, il y a main-d'œuvre. Les Asiatiques aussi, des échanges de main-d'œuvre aussi bien hautement qualifiés que nous. Donc, les Asiatiques pourraient se suffire eux-mêmes. Hein. Mais on a toujours besoin de se développer vis-à-vis des autres. Et donc, l'Afrique, maintenant, devenu le continent le plus courtisé du monde. Pourquoi? Parce qu'il y a le marché et il y a les matières premières. Hein. Et faites attention, maintenant, l'Asie est devenue le premier partenaire commercial de l'Afrique, dépassant les États-Unis, dépassant l'Europe. Et donc, ce que l'Asie souhaite avoir, le marché et les matières premières. Maintenant, l'Asie pourrait proposer ce qu'ils sont en Asie, c'est-à-dire le savoir-faire, la technologie, et puis la finance, etc., etc. Alors, maintenant, il faut définir, les Africains doivent savoir qu'est-ce qu'ils souhaitent de l'Asie. C'est ça. Ça, c'est une très bonne question. C'est pour ça que j'ai posé d'abord la question à professeur Rodori, et je vous ai dit, qu'est-ce que nous on attend? Et ça, c'est très important. Tant que vos besoins ne sont pas clairs, vos attentes ne sont pas claires, quelquefois les désespoirs ne naissent que des espoirs qui ont été autrement conçus. Qu'est-ce que nous devrions chercher aujourd'hui dans nos réalités sécuritaires que nous avons, et humanitaires? Qu'est-ce que nous devrions chercher? Les besoins de développement, qu'est-ce que l'Afrique devrait chercher? Je pense que le colloque est amplement revenu là-dessus. Oui, merci. Vous savez, le défi est stimulant. Je ne dis pourquoi? Parce que il est de plusieurs ordres. Il y a plusieurs devoirs à faire en même temps. C'est celui d'abord de se décoloniser, dans la mesure où il faut absolument sortir de la mentalité de la main-tendue. Et on nous a habitués à nous faire croire que nous avons besoin d'aide. Et c'est devenu une sorte d'atavisme, où donc, automatiquement, en s'engageant dans les relations, on a l'impression que le réflexe est de demander. Il faut absolument sortir de cela et de cette atmosphère de la charité. Première chose. Deuxièmement, il est urgent et vraiment impératif de se constituer un sujet plein. Nous avons déjà eu l'expérience des violences historiques, colonisation, et esclavage, néocolonialisme. Et nous avons tout cela. Ce sont des leçons qui vont nous permettre quand même de pouvoir formuler ce que nous ne voulons plus jamais avoir. Donc, ce devoir-là, ce bilan, on l'a tellement fait, mais il ne suffit pas. Parce qu'il faut se constituer un sujet plein. Le sujet plein, donc, qui fait preuve d'agentivité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que nous nous positionnons et nous avons le privilège d'être courtisés. Ayant ce privilège-là, nous pouvons, de manière tout à fait souveraine, formuler nos propositions et décider, avec ceux qui nous courtisent, des conditions du jeu. Alors, c'est pour cela que, je vais dire, bon, les générations pensent toujours qu'elles sont spéciales, mais nous sommes là dans ce que moi j'appelle une heure zéro. Une heure zéro, c'est un moment de rupture fondamentale, où il y a des changements de paradigme majeurs, où l'Afrique a le privilège de pouvoir pleinement négocier les conditions du partenariat. Donc, et ça, c'est un devoir que personne ne fera à notre place. C'est à nous, par exemple, de formuler des propositions structurantes pour nous, mais aussi pour le monde. Il faut voir à l'échelle du monde, parce que déjà le monde est chez nous. Étant chez nous, nous ne pouvons plus nous contenter, comme certains j'entends dire, que non, nous devons d'abord nous définir. Et ensuite,
parler au monde. Je dis, mais écoutez, vous êtes dans un train qui est déjà en marche. Le monde est déjà chez nous. Donc nous avons l'obligation de faire ce double devoir. Pendant que nous pensons à ce que nous sommes et que nous formulons nos réponses par rapport à nos identités, nous devons en même temps les formuler de manière à ce que ces réponses soient des réponses à l'échelle du monde. Et cela dit, il s'agirait, par exemple, vous voyez, la Chine a proposé son initiative de la ceinture et de la route. Et c'est une initiative d'un pays, ça c'est un exemple que j'aimerais donner ici. C'est l'initiative d'un pays qui a pensé son devenir, son développement, et qui l'a pensé localement et globalement. Et l'a déployé en traversant le continent jusqu'en Afrique. Alors, c'est un projet structurant pour la Chine et pour le monde. Alors, c'est quand que le Burkina Faso, le Mali, c'est quand que nous allons formuler nos initiatives, voyez-vous, avant que les autres qui ont fait le devoir ne viennent nous structurer avec leurs projets structurants. Nous participons et nous voulons participer en disant quelle place nous voulons occuper, quel rôle nous voulons jouer. Mais nous aimerions aussi pouvoir les inviter à participer à nos projets structurants. Et ça, c'est un grand chantier qui est ouvert et auquel nous devons, n'est-ce pas, je sais qu'il y a des initiatives, ce n'est pas comme s'il n'y avait absolument rien qui se passait, mais le défi, il est pressant et les propositions devraient être de plus en plus, n'est-ce pas, structurantes, à grande et à petite échelle. D'accord, on comprend. Tout à l'heure, on venait sur ce que pouvait, en tout cas, l'Asie, mais on revenait aussi sur les similarités que nous avons. Oui. On est passé par beaucoup d'étapes qui sont quand même assez similaires dans nos luttes et quelquefois dans nos chairs. Et aujourd'hui, quand on regarde, dans votre histoire, vous vous dites qu'est-ce que l'Africain, qu'est-ce que l'Afrique de façon générale peut retenir. Parce qu'on nous a appris des illusions théologiques, où voilà la route du développement. C'est ce qu'on a appris avec l'Europe. Est-ce que vous pensez qu'avec vous, il y a beaucoup à retenir dedans? Quel a été votre chemin? Quel a été votre schéma? Le chemin de développement. Alors là, c'est une grande question. Hein. Mais je pense... je cite l'ouvrage de professeur Deepak Nayar. Hein, c'est un économiste indien. Il a fait la revue sur l'ouvrage de Gunnar Myrdal, si vous connaissez. C'est un économiste suédois, prix Nobel de l'économie. Hein. Il a écrit, qui est devenu référence mondiale, un bouquin, en anglais il s'appelle Asian Drama. En français on peut dire le drame asiatique, qui est publié en 1968, qui projette de façon pessimistique l'avenir de l'Asie. Pourquoi? Parce que dans les années 60-70, l'Asie est le continent le plus pauvre du monde. 1970, lorsque le bouquin est publié. Donc c'est pessimiste l'avenir de l'Asie. Mais en 2016, lorsque le professeur Deepak Nayar a publié son ouvrage, la part de l'Asie monte considérablement. La part de PNB asiatique en 1970, c'est 3% du monde. Pays du produit intérieur brut. Oui. D'accord. En 2016, 30% du monde. Sans parler des autres technologies, etc., etc. Pourquoi? C'était la question. Voilà, c'est la question dont il a répondu. Donc il a fait une enquête très vaste sur tous les pays asiatiques. Donc là, on trouve des clés de réponse. Entre autres, le rôle de l'État. Donc les pays asiatiques, l'État joue un rôle important dans tous les pays. Donc ce n'est pas comme le libéralisme capitaliste occidental, où l'État se retire. Mais dans les pays asiatiques, tous les pays asiatiques, les États jouent un rôle moteur très important. Et puis laisse la diversité. L'Asie reste diverse sur le plan de système. Il y a l'Asie capitaliste, il y a l'Asie socialiste, il y a l'Asie communiste, il y a l'Asie mixte économiquement qui combine le capitalisme et le socialisme. Et tout marche ensemble. Et donc, le rôle de l'État,
puis la diversité. C'est pourquoi l'intitulé de l'ouvrage de professeur Deepak Nayar, c'est développement dans la diversité. D'accord. Voilà. Le débat est très intéressant, mais le problème, le temps, il manque. Professeur Isaac Bassier, j'ai posé la question pourquoi ? Pour qu'on comprenne peut-être les choix qui doivent être les nôtres. Est-ce qu'il faut continuer de colmater, il faut casser et reprendre l'architecture? Parce qu'on a l'impression que c'est la grosse décision qui revient aujourd'hui. Lorsque vous parliez d'une indépendance dans la dynamique qui n'est pas achevée, on repart chercher où on construit quelque chose de nouveau. Parce que ce qu'il explique, c'est fort différent des schémas que nous avons et que nous avons développés depuis. C'est pour ça que je posais la question. Il y a des décisions courageuses à prendre. Mais j'aimerais dire ceci. Nous avons, pour nous, la réponse se trouve dans l'idée de l'Institut. Afrique, Asie et le monde. Cela veut dire qu'il ne s'agit pas de tout jeter. Il s'agit, du point de vue d'une première phase de la décolonisation, de se signaler comme sujet. Okay. Et de dire, désormais, en âge de maturité, nous avons décidé souverainement de négocier, de parler autrement. Les autres auront le temps de s'en rendre compte. Et parce qu'il ne s'agit pas de rompre complètement. Ce n'est pas une politique de la table rase, mais c'est une politique de reconfiguration, de redéfinition, de relations qui, quoi qu'on fasse, doivent exister. Je veux dire, l'Europe ne peut pas exister sans le reste du monde, l'Afrique n'existera pas sans le reste du monde. Sauf que, donc, il ne faut pas que ce soit compris comme une rupture et une politique de la table rase, premièrement. Mais une redéfinition, d'une part. Mais d'autre part, pendant que cette redéfinition se fait, il s'agit d'ouvrir, et c'est là, justement, l'autre aspect de la réponse, d'ouvrir et d'initier, d'aller vers les sentiers qui sont des sentiers nouveaux, et de voir. Et je veux dire quand même que, voyez par exemple, les perceptions, elles sont tenaces. Ce n'est pas simple pour quelqu'un qui vous a fréquenté avec condescendance pendant des siècles de changer du jour au lendemain de regard. Mais ce n'est pas grave. On n'a pas besoin d'attendre qu'il change de regard. Nous avons autre chose à faire. Et cette autre chose à faire, c'est de dire par exemple que pendant qu'on voit notre jeunesse et notre démographie comme une menace, du point de vue de l'autre côté de la Méditerranée, nous voyons cette jeunesse comme un capital humain. Et c'est ce que les pays asiatiques ont fait. C'est un capital humain. Nous sommes riches. Et nous sommes capables d'amener ce capital humain-là à le mobiliser dans un développement qui va être un développement qui s'inspirera en partie d'exemples qui sont en Asie, mais qui sera un développement endogène à partir de réalités qui ne sont pas asiatiques du tout et grâce auxquelles nous allons pouvoir faire les changements. Donc voilà ce que je pense. Voilà, donc il s'agit vraiment d'une ouverture et d'une redéfinition des relations. Afrique, Asie et le monde, quelle relation pour la paix, la justice, la prospérité et la durabilité mondiale? C'était le 13 décembre. C'est quelle suite après ce colloque? Parce qu'on a vu plein de communications, des éléments très intéressants qui ont été donnés. C'est quoi la suite? Qu'est-ce que vous prévoyez à votre niveau? Nous prévoyons continuer sur cette lancée, publier les résultats du colloque, et faire des propositions dans le sens des coopérations avec les pays asiatiques. Nous prévoyons ouvrir, par exemple, un centre de documentation sur les BRICS. BRICS Afrique, c'est une des propositions fortes qui est venue aussi pendant ce colloque, pour que nous puissions penser à partir de l'Afrique le déploiement de cette institution qui change aussi la donne. Et nous prévoyons, n'est-ce pas, initier des coopérations académiques entre l'Institut d'études afro-asiatiques et internationales et des institutions asiatiques en Indonésie, au Japon, en Chine, ainsi de suite, pour justement faciliter, n'est-ce pas, les coopérations. Nous prévoyons aussi donner des formations et accompagner les acteurs du monde économique et culturel qui s'inscrivent sur cet axe de l'Afrique-Asie et les accompagner pour que justement ces échanges-là soient encore plus bénéfiques qu'ils n'ont été jusqu'à présent. En tout cas, merci à vous d'être passé, professeur Isaac Bassier. Je rappelle que vous êtes professeur titulaire et quand vous êtes cofondateur de la FI Laboratoire des Afriques innovantes, fondateur de l'Institut Afro-Asiatique et International Afrasie. En tout cas, merci d'être passé. Merci. Merci aussi à vous, Darwis
Roudori. Vous êtes historien, architecte, vous êtes professeur des études orientales à l'université Le Havre, Normandie, France. Rappelez que vous êtes cofondateur de l'Institut d'études afro-asiatiques et internationales, Afrasie. Ça a été un plaisir de vous avoir. Et je suis indonésien, n'oubliez pas. Ok. Les Burkinabés. Voilà. Une belle alchimie. Voilà. Ceci dit, on va poursuivre ce JDS, journal du dimanche au soir, avec une autre rubrique, c'est celle société. Nous revenons dans la partie société sur un fait marquant cette semaine, 25e anniversaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo et ses compagnons. C'était au nombre de 3. La coordination des organisations de la société civile du Burkina a organisé un sit-in devant l'ambassade de France à Ouagadougou pour revendiquer en tout cas de la France de mieux s'impliquer. Et il y a eu une lecture suivie de remise de lettres ouvertes adressées au président français. La coordination des organisations de la société civile, dans sa lettre, demande l'extradition de François Compaoré, cité comme principal accusé dans l'affaire Norbert Zongo. Nous y revenons ici avec Bourema Amadou. L'avenue de l'indépendance de Ouagadougou est prise d'assaut par plusieurs centaines de manifestants en provenance de la place de la Nation. Direction l'ambassade de France où une lettre ouverte avec pour objet l'extradition de François Compaoré, principal accusé dans le dossier judiciaire Norbert Zongo, est transmise par des représentants de la coordination des organisations de la société civile du Burkina Faso, initiatrice de la manifestation. Ils sont accueillis par un représentant de l'ambassade de France. Malheureusement, après 3 ans de procédure, le sieur François Compaoré est toujours maintenu en France sous le prétexte fallacieux que notre gouvernement de transition n'a pas réitéré les garanties pour un procès impartial et juste à votre goût. Monsieur le Président, cette orchestration mécanique que vous faites en complicité avec les organes de l'Union européenne pour retarder à souhait l'extradition de monsieur François Compaoré a fini par épuiser le temps de patience de notre peuple. Par conséquent, il me plaît d'exiger par la présente l'extradition de monsieur François Compaoré dans de plus brefs délais pour éviter de pousser notre peuple en colère. Selon les organisateurs de la manifestation, le refus de la Cour européenne de droits de l'homme d'autoriser l'extradition de François Compaoré est perçu comme un mépris vis-à-vis des institutions burkinabées. Pour eux, le pays présente les garanties nécessaires pour assurer un procès équitable aux frères cadets de l'ex-président Blaise Compaoré. Combien d'années il est là-bas? C'est-à-dire, vous lui mettez dans les conditions qui n'y sont pas. Ici, c'est chez lui. Quand ça tarde ou pas, il va rentrer dans ce pays. Le Burkina Faso n'est pas un cimetière. C'est quand il décède ou il est malade, on le prend, on l'amène. Actuellement, on a besoin de lui pour qu'il vienne répondre. Si Dieu merci, il n'est pas coupable des faits, il sera relaxé. Et actuellement, on fait confiance à la justice burkinabé. On fait confiance à cette transition. Et c'est des gens qui ne sont pas apolitiques. Ça n'a rien à voir avec la politique. Donc nous demandons à ce que vraiment François Compaoré rentre pour répondre de ses actes. À entendre les manifestants, ce sitting dont ils exigent une réponse rapide constitue une mise en garde adressée au président français Emmanuel Macron. La non-satisfaction de leur requête les conduira à prendre des mesures encore plus fortes, ont-ils laissé entendre. Un retour sur ce plateau, nous sommes de plein pied donc, dans cet autre sujet, je l'ai dit, qui a marqué cette semaine. C'est bien le 25e anniversaire de l'assassinat du journaliste d'investigation Norbert Zongo. On a vu tout à l'heure des OSC, Organisation de la société civile, aller devant l'ambassade de France pour exiger en tout cas l'extradition de François Compaoré, qui, rappelons-le, est quand même cité comme principal accusé dans cette affaire. Je suis rejoint par Dr Lopé Payen, sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. Bonsoir. Oui, bonsoir. Je suis aussi avec Adama Amadé Sigiré, écrivain coordonnateur du RISA, Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Bonsoir. Et bonsoir. Un plaisir de vous avoir. Oui, c'est moi qui suis très content d'être là ce soir. Voilà, mais comment comprendre déjà en termes de réaction par rapport à ce qu'on vient de voir, c'est des OSC qui demandent à la France
dans ce cas-là, d'extrader François Compaoré. Ils vont devant l'ambassade, alors que ce qu'on a reçu comme communication de la partie européenne, notamment je pense la Cour des droits de l'homme européenne, elle a dit que le Burkina n'avait pas renouvelé les garanties dans le cas d'une justice, dans le cas de François Compaoré. Est-ce que c'est agiter d'abord l'anathème sur la France, alors que nous-mêmes, peut-être n'avons pas fait ce qu'il fallait? Le premier tour de table pour vous permettre de réagir. Oui, merci beaucoup, Var. Moi, je voudrais avant tout rendre hommage à Norbert Zongo, qui était un grand journaliste et qui a été froidement assassiné le 13 décembre 1998, alors que nous, on était encore élèves au lycée. Cela fait pratiquement 25 ans que Norbert Zongo a été assassiné. Des générations ont revendiqué justice pour Norbert Zongo, ce qui est tout à fait normal. Jusqu'à aujourd'hui, justice n'a pas été rendue à ce vaillant homme, à cet homme vraiment engagé pour la cause nationale, à ce journaliste qui vraiment a écrit pour servir la nation burkinabé. Si lors de la commémoration de son assassinat, du 25e anniversaire de son assassinat, des OSC demandent à la France d'extrader François Compaoré, qui serait impliqué dans l'assassinat, je parle au conditionnel, qui serait impliqué dans l'assassinat de Norbert Zongo, moi je pense que c'est tout à fait normal, parce que François Compaoré est parti en France, je crois, depuis la chute de son grand frère Blaise Compaoré, et le dossier Norbert Zongo poursuit son cours. Il y a des gens qui sont accusés, je ne sais pas comment on appelle ça selon les termes juridiques, mais je crois que François Compaoré devrait avoir le courage de venir répondre. S'il n'est pas coupable de cet assassinat-là, je ne vois pas pourquoi il se retranche en France et ne veut pas rentrer. Maintenant, le fond du dossier même, c'est un fond juridique. Moi, je ne maîtrise pas bien parce que je n'ai pas fait du droit, mais tout ce que je peux dire aussi, dire que c'est parce que le Burkina Faso n'a pas donné des garanties ou bien n'a pas renouvelé ceci ou cela. Non, l'affaire n'a pas commencé sous la transition, l'affaire n'a pas commencé sous le MPSR2. C'est une vieille affaire qui reste pendante en justice. Même quand Roch Marc Christian Kaboré était là, je me rappelle à chaque commémoration, on exigeait la venue de François Compaoré. Les avocats avaient toujours quelque chose à dire. On n'a pas rempli ceci, on n'a pas rempli cela. La France brandissait toujours quelque chose à dire que le gouvernement burkinabé ne remplit pas les conditions. Aujourd'hui, on peut dire que les gens jettent l'anathème sur la transition, disant que c'est un régime militaire. Mais le régime de Roch n'était pas un régime militaire, c'était un régime civil, c'était un régime dit démocratique. Mais même au temps de Roch, les avocats se sont battus, on peut citer leurs noms. Les journalistes, à travers le centre de presse Norbert Zongo, se sont battus, ils n'ont pas eu gain de cause. Donc ce n'est pas pour défendre la transition, c'est pour dire qu'il faut encore chercher la cause ailleurs. Je vois qu'il y a quelque part comme une mauvaise foi de la part de la France qui joue sur des thèmes juridiques que moi je ne maîtrise pas, mais il faut reconnaître que je ne suis pas de ceux qui pensent que c'est parce que le gouvernement de la transition n'a pas renouvelé ceci ou cela que Norbert Zongo ne peut pas être extradé. Il faut aller en profondeur pour chercher les causes vraies qui font que la France ne veut pas extrader François Compaoré pour qu'il vienne répondre devant les tribunaux burkinabés. Si l'affaire avait commencé sous la transition, je pouvais comprendre, mais l'affaire n'a pas commencé sous la transition, donc on ne saurait comprendre ce refus-là d'extrader François Compaoré parce que le gouvernement de Burkina Faso n'a pas renouvelé ceci ou cela ou bien n'a pas donné des garanties. Oui, mais on se souvient aussi que je pense sous Damiba, les ministres, je pense qu'il y avait ce même argumentaire là qui était revenu parce qu'on faisait croire que la partie burkinabé aussi n'avait pas pris les dispositions qu'il fallait. Les ministres sont venus s'expliquer, ils ont dit qu'ils l'avaient fait. Et au moins ça avait été le débat. Aujourd'hui, dans notre cas, dans le cas de la justice que nous avons aujourd'hui, ce qui est dit c'est qu'on peut le juger même par contumace. On a comme l'impression aussi que c'est l'aveu que on n'a pas fait ce qu'il fallait. Oui, c'est ce que je suis en train de dire. Il y a des choses que moi je ne maîtrise pas. Mais vous voyez, comparativement, le dossier Thomas Sankara a été jugé. On aurait voulu que Blaise Compaoré soit extradé, mais Blaise Compaoré n'a pas été extradé. Mais quand même, le jugement a eu lieu. Donc, si à un certain moment aussi, on a des difficultés à juger le dossier Norbert Zongo, moi je pense qu'on pourrait aussi juger ce dossier par contumace, même si François Compaoré ne veut pas venir. Mais c'est ce que je suis en train de dire. Il y a un prétexte qui est là
et derrière lequel la France voudrait se casser pour ne pas extrader François Compaoré. Sinon, je peux dire qu'il y a des dossiers qui ont été jugés au temps de Roch Marc Christian Kaboré. Des dossiers ont été jugés. Le dossier Thomas Sankara a connu son épilogue sur le pouvoir d'Amiba, qui était bien un pouvoir militaire, mais le dossier a pu aboutir. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on ne peut pas juger le dossier Norbert Zongo? De toute façon, la justice continue de faire ses activités. Il y a des jugements qui sont rendus pratiquement chaque jour et je ne vois pas où se pose le véritable problème et qui fait que François Compaoré ne peut pas venir répondre devant les tribunaux burkinabés. Réaction aussi sur la même question, parce qu'on voit que c'est la France qui est directement indexée, alors que la Cour européenne des droits de l'homme dit autre chose. Ok, merci donc Va. Et je dois dire que j'ai une pensée pieuse pour Norbert Zongo. L'illustre journaliste est assassiné en 1998 sur la route de Sapui. Et une pensée pieuse parce que personnellement je l'ai connu, ça il faut le dire. Et nous avons eu à faire une conférence ensemble. Je dirais que la deuxième fois que Norbert Zongo devrait faire une conférence publique à l'université de Ouagadougou, c'était sur notre invitation avec Abdoul Karim Sango, l'ex-ministre de la Culture, et où nous l'avons invité. C'était à l'amphibé, à l'amphibé de l'Est-Flash. Bon, on venait d'arriver à l'université, bon, on était en première année, et c'est quelques temps après qu'il a été assassiné. Voilà, pour dire quand même que c'est un homme que j'ai connu pour avoir fait une conférence avec lui. Et je me rappelle bien du thème de la conférence, c'était démocratie et développement en Afrique. Voilà, donc bon, il y a eu des difficultés ce jour-là, je n'ai pas besoin de les rappeler ici. Mais par rapport au dossier de Norbert Zongo, il faut quand même féliciter donc le peuple burkinabé et les organisations militantes, les organisations combattantes qui ont tenu le flambeau, en tout cas qui ont pu vraiment s'investir des années durant, et afin que nous puissions arriver à un niveau où il est question donc de demander à extrader François Compaoré qui est cité dans le dossier. Et il faut dire aussi que c'est grâce ici à l'insurrection, parce que n'eût été le départ de Blaise Compaoré, ce dossier n'allait pas atteindre ce niveau. Donc l'insurrection est venue donner un coup de pouce, voilà, au dossier qui était enterré et même qui a rêvé, je ne dirais même pas donner un coup de pouce, parce que c'était un non-lieu qui avait été prononcé dans cette affaire. Et donc il faut féliciter le peuple burkinabé pour ça. Mais aujourd'hui on est au regret de constater que jusqu'ici n'a pas été extradé au regard du fait que la Cour européenne des droits de l'homme, voilà, qui estimait que la partie burkinabé n'a pas réagi conséquemment dans les délais prévus par rapport à un certain nombre de choses qui a été demandé. Et vous vous rappelez bien que nous avons mené ce débat ici avec l'avocat de François Compaoré, Maître Kéré Batlini, qui a expliqué, voilà, qui est rentré dans les questions internes de procédure, voilà, pour expliquer pourquoi François Compaoré ne pouvait pas être extradé. Mais bien sûr, avec la posture de l'avocat. Évidemment. Voilà. C'est un avocat qui parle, qui défend son client. Voilà. Mais je pense que ce que j'ai retenu, c'est qu'il n'appartenait pas à la partie burkinabé d'agir directement. C'est-à-dire qu'au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme. Je pense que, compte tenu du fait que c'est la France, voilà, et donc qui avait... Les garanties devraient être renouvelées auprès de la France. Voilà, au niveau de... C'est la France qui devrait maintenant contacter la partie burkinabé, voilà, pour demander vraiment de donner des garanties telles que la Cour l'a donné. Mais je pense que c'est à ce niveau que ça a péché et la France n'a pas donc fait ce retour-là. Donc du coup, bon, la partie burkinabé ne pouvait pas quand même, sans que la France ne puisse contacter le Burkina là. Bon, nous trouvons que la demande d'extradition, c'est le souhait du Burkina. Donc, oui, c'est le souhait du Burkina. Le Burkina veille à ce que celui dont on demande l'extradition revienne, et donc il y a des gens qui suivent le dossier. Oui, mais justement, maintenant il aurait fallu que la France s'adresse ici au Burkina pour que le Burkina puisse donner les garanties. Je pense que ce qui n'a pas été fait. Si j'ai bien compris, c'est les propos que les avocats ont tenus. Voilà, que ce soit du côté de l'avocat de François Compaoré comme du côté de l'avocat du Burkina. Donc, à ce niveau, il faut dire que le problème ne se pose pas au niveau du Burkina, mais plutôt au niveau de la France, qui n'a pas fait ce qu'elle devrait faire pour permettre à la partie burkinabé de donner les garanties qui avaient été demandées.
Bon, il faut déplorer cela, mais on peut comprendre cela au regard de la dégradation donc, des relations internationales, des relations diplomatiques qu'il y a aujourd'hui entre le Burkina et la France. Donc on comprend que bon, voilà, c'est une forme de sabotage, ou du moins on peut dire même c'est du dilatoire à la limite, voilà, pour ne pas permettre à ce Burkinabé de venir répondre des actes qu'on lui reproche. Donc il faut comprendre ça dans ce sens. Mais comme Adama Sigri l'a dit, je pense que Blaise Compaoré a été jugé sans qu'il se présente devant le tribunal. Donc moi je trouve que même si François Compaoré ne peut pas être extradé, mais il peut être dirigé par contumace et en ce moment il n'y a pas de problème. S'il ne vient pas répondre, je pense que le tribunal va tirer les conséquences des droits que ce comportement impose et saura en temps opportun quelles sont donc les décisions à prendre par rapport à cette question. C'est vrai qu'on parle souvent de jugement par contumace, mais bon, pour beaucoup ça laisse toujours, ça n'a pas la même saveur. D'abord pour ceux qui sont meurtris dans leur chair, qui attendent de voir la vérité s'exprimer dans toute sa profondeur, savoir qu'est-ce qui s'est passé, qui a eu des parts de responsabilités. Lorsque vous êtes l'un des éléments essentiels et que vous ne venez pas apporter votre part de vérité, c'est toujours un peu... je veux dire, c'est un peu terne. Oui, mais oui. Non, ça c'est clair. Oui, si François ne vient pas répondre, il est clair que... Voilà... Et quand même le jugement va manquer de saveur, ça c'est sûr. Voilà, parce que c'est l'élément clé dans cette affaire. Et puis il y a d'autres, l'élément clé aussi qui est cité dans cette affaire. Donc il aurait fallu qu'il soit là pour donner sa version aussi. Voilà, et se défendre. Voilà, se défendre, montrer en quoi il est impliqué ou il n'est pas impliqué. Mais s'il ne vient pas, bon, là vraiment c'est... En tout cas, il y a quelque chose quand même, un manque à gagner quelque part. Donc, voilà, c'est bien. Voilà, on a vu le cas du jugement de Thomas Sankara. Bon, quand même Blaise n'était pas là, mais quand même, celui qui était le chef militaire de l'époque, il était là, il a répondu de ses actes. Là, en ce moment, quand même, ça permet, en tout cas, à tous ceux qui suivent ce dossier, voilà, de voir quelle est la version de tout un chacun. Bon, mais si celui-même qui constitue même l'élément clé même de ce dossier n'est pas là, bon, on restera avec quand même un manque à gagner. Ça laisse un peu sur la fin. Oui. Mais en même temps, quand on regarde, on parle de Norbert Zongo, c'est un symbole, hein, c'est un symbole pour le journalisme d'investigation, c'est un symbole pour le combat pour une démocratie vraie, pour la bonne gouvernance, pour la probité, pour un certain nombre d'éléments. Il y a beaucoup de choses que Norbert Zongo a refusé. Mais ça intervient aussi dans un contexte en tant que journaliste, quoi qu'on dise, où ceux qui exercent le métier, en tout cas quand on écoute très souvent de ce qui revient, sont très critiqués. Comment est-ce que vous l'expliquez? C'est l'exercice qui est devenu différent, c'est le rendu qui n'est peut-être pas bon, c'est les attentes au regard d'un contexte nouveau qui pose problème, Sigiré. Merci beaucoup. C'est une grande préoccupation. Norbert Zongo, je l'avoue, pour moi, Norbert Zongo, c'était un grand journaliste. Moi, comme j'ai dit, j'étais au collège quand on l'a assassiné, mais après, j'ai lu ses livres, j'ai lu ses écrits, j'ai découvert même l'Indépendant a été le premier journal que j'ai lu. Voilà, quand j'ai eu mon BPC. Norbert Zongo était un journaliste très patriote qui a exercé son journalisme pas dans un contexte de guerre comme nous connaissons aujourd'hui. Moi, je crois avoir fait une publication disant que j'aurais voulu que Norbert Zongo soit là aujourd'hui, ou bien s'il pouvait parler, si les morts pouvaient parler dans ce contexte-là, pour que Norbert Zongo ne situe dans ce contexte-là, quelle allait être sa position. Moi, j'ai beaucoup lu de Norbert Zongo, hein. Il y a des journalistes qui parlent de Norbert Zongo, mais qui n'ont pas lu Norbert Zongo comme moi je l'ai lu. J'ai saisi vraiment la quintessence de sa pensée, et derrière ce grand homme, je vois vraiment un grand patriote. Donc, c'est pour dire que le contexte dans lequel Norbert Zongo a exercé son métier de journaliste n'est pas le contexte actuel. Aujourd'hui, nous sommes dans un Burkina qui est menacé de disparition. Pratiquement, nous avons perdu une grande partie du territoire national. Et aujourd'hui, la grande préoccupation, c'est d'abord, il faut qu'il existe un pays. Si un pays n'existe pas, le journalisme n'existe pas, le journalisme n'existe pas. Norbert Zongo même a dit que pour pouvoir revendiquer sa liberté, il faut d'abord vivre. Le premier droit de l'homme, c'est le droit à la vie. Quand on parle de liberté, c'est
parce qu'on vit qu'on parle de liberté. Si on est mort, ceux qui sont morts ne parlent pas de liberté. C'est nous les vivants qui parlons de liberté. Donc c'est pour dire que le problème qui se pose aujourd'hui avec certains journalistes, c'est parce que les gens veulent faire ce que moi j'appelle le journalisme universel, qui pour moi n'existe pratiquement pas. Il faut être réaliste. C'est quoi le journalisme universel? Le journalisme universel, c'est dire que le journalisme n'a pas à prendre en compte le contexte national en compte. C'est faire croire qu'on peut exercer le journalisme en suivant ce qu'on appelle des valeurs universelles. Moi, j'ai posé des valeurs partagées partout. J'ai posé la question pourquoi. Qu'est-ce qu'on reproche concrètement aux journalistes aujourd'hui? C'est la question que je pose. Parce que ce que vous dites, par exemple, peut-être étayé avec des exemples, on comprendra. Non, c'est quoi des postes quand je rappelle Norbert Zongo, j'ai rappelé les valeurs. C'est la critique. Oui, c'est la critique, effectivement. Parce que quand vous êtes attaché à des questions de bonne gouvernance, c'est dénoncer. C'est ce que c'est en train de faire. Ce qu'il est en train de faire. Norbert Zongo fait ce qu'on appelle une critique responsable et assumée. Je crois bien que c'est la différence de Norbert Zongo. Une critique, quand vous lisez, vous ne sentez aucunement la volonté de faire du mal, quoi que ce soit, à une nation. Moi, je pense que si Norbert Zongo était vivant aujourd'hui, sa première préoccupation, c'était de tout faire d'abord pour qu'on recouvre d'abord l'intégrité du territoire. Maintenant, quand nous sommes en contexte de guerre... Et donc, il ne critiquerait même pas, même si il va critiquer, mais il ne va pas aller dans ce sens-là de combattre ce qu'on appelle l'effort de guerre, l'effort de reconquête du territoire national. En fait, je crois, quand vous dites qu'on n'a pas de problème avec les journalistes, peut-être qu'il y a certains journalistes, vous, M. Vaha, on vous apprécie, vous êtes un très grand journaliste ici au Burkina Faso, pratiquement, je ne pense pas qu'on ait un problème avec vous. Mais il y a certains journalistes qui se cachent derrière ce que moi j'allais dire, des journaux politiques, pour vouloir détruire, pour pouvoir combattre la lutte contre le terrorisme. Et c'est là où souvent le problème se pose avec certaines personnes. Il faut qu'on reconnaisse que nous sommes dans une situation exceptionnelle. Nous sommes en guerre. Même quand la France était en guerre, il y a eu ce qu'on appelle certaines restrictions. Quand l'Allemagne était en guerre, c'est la même chose. Aujourd'hui, en Russie, en Ukraine, en Israël, c'est pratiquement la même chose qui se passe. Quand un pays est menacé, la première des choses, d'abord pour les patriotes, pour les 10 fils et les 10 filles, c'est de recouvrer l'intégralité du territoire national. Donc sur ça, il ne doit pas avoir de débat. Pour vous, même la critique objective ne devrait même pas exister. Non, on n'est pas contre la critique objective. Qui a fait de la critique objective et puis on lui a dit de ne pas parler? Moi, je ne pense pas. C'est vrai qu'il y a quelques soutiens de la transition qui s'agitent souvent, mais ça, souvent, on reconnaît souvent les niveaux. Sinon, nous autres qui soutenons la transition, on le dit, on n'a jamais attaqué un journaliste parce qu'il a fait des critiques objectives. Maintenant, c'est comme ce que je suis en train de dire. Moi, j'ai toujours appelé les jeunes journalistes à s'assumer. Parce qu'on se connaît assez dans ce pays-là. Quand vous voulez utiliser, passer par un canal, comme un journal, pour peut-être soutenir des hommes politiques, pour soutenir un parti politique, ça va toujours poser problème. Parce que quand vous défendez, il va de soi aussi que ce que vous attaquez là, souvent aussi contre-attaque d'une manière ou d'une autre. Donc, la meilleure des choses, Norbert Zongo avait une particularité. C'était un homme qui s'assumait. C'était un homme honnête. C'était un homme digne. C'est un homme qui ne se cachait pas derrière des faux fuyants. Là, il faut le dire. Même quand vous l'écoutez lors de ses conférences, quand vous l'écoutez lors de ses interventions, quand vous le lisez, vous sentez en lui un certain degré de patriotisme. Ce n'est pas quelqu'un qui avait cet esprit de vengeance. Il n'était pas rancunier. Toute sa lutte, c'était pour le bien de la nation. Mais aujourd'hui, quand vous écoutez certains propos, moi j'ai suivi, le dimanche passé, je n'étais pas là, mais j'ai suivi les interventions au cimetière de Gonguin. Quand vous écoutez certains propos, ce sont des propos rancuniers et vindicatifs. On sent réellement cette volonté, cette haine qui habite en certains journalistes. Et c'est comme si on a un sentiment de vengeance qu'on voudrait faire quelque chose. Moi, je me suis maintenu. Par rapport à quoi? Vengeance par rapport à un régime politique qu'on n'aime pas, à un système politique qui est là, à la transition à capitaine Ibrahim Traoré, que d'autres détestent même parce qu'il porte des tenues militaires. Je dis, mais tenez, si c'est comme ça, je crois que Norbert Zongo va se retourner dans sa tombe. Parce que Norbert Zongo, je ne crois pas, n'a pas fait ce journalisme-là. Donc il faudrait encore que les uns et les autres soient plus honnêtes, plus responsables, plus matures dans leur façon de faire. Et je pense que nous gagnons tous avec cette façon de faire-là. Norbert Zongo, ça fait en tout cas 25 années maintenant qu'il n'est plus. On ne va pas faire de la projection fiction pour savoir comment est-ce qu'il se comporterait maintenant. Mais je crois aussi qu'il y a des éléments et des valeurs qu'on attend d'un journaliste. Il y a une éthique, il y a une déontologie du métier. Il y a à dire certaines choses comme elles le sont. Parce que la plupart des journalistes aussi ne disent même pas les trois quarts forcément de ce qu'ils savent. Parce qu'ils savent aussi quelles peuvent en être les conséquences, quelles peuvent en être les incidences. Il y a cette autocritique qu'on fait très souvent, et j'ai comme l'impression que ça ne compte pas dans la balance du jugement qui est fait aujourd'hui du journaliste. Je voulais que vous réagissiez à ça. Est-ce que le journaliste est aujourd'hui incompris
Qu'est-ce qui se passe? Ok, merci bien. Oui, mais vous me ramenez à mon mémoire de deuil des sciences politiques. Allons-y alors. Où j'ai traité sur le thème le rôle du journaliste burkinabé dans la fabrication de l'opinion. Okay. Voilà, donc comment le journaliste burkinabé fabrique l'opinion publique. C'était ça mon thème de mémoire. Et donc j'ai été encadré par le professeur Augustin Loada. Voilà, donc c'est un rappel. Oui, et il faut dire que Norbert Zongo a été un journaliste exceptionnel, très courageux. Et donc sa mort, son assassinat a permis donc de libérer des espaces de débat et de parole. Ça c'est très important. Voilà. Et donc, et après Norbert Zongo, on a vu ce qui a suivi, une sorte d'explosion médiatique, un foisonnement donc des titres. Voilà. Et le temps même, au niveau même des journalistes même, c'est-à-dire qu'avait monté, on sentait ici que cet homme venait de libérer une conscience critique des journalistes qui avaient été donc étouffés par l'encadrement autoritaire ici du régime d'alors. Donc ça c'est un acquis très majeur qu'il faut souligner. Et on a vu aussi donc se développer ici ce genre journalistique qu'on appelle journaliste d'investigation. Même si vous journalistes, il y en a qui n'acceptent pas ça, parce qu'ils estiment que le journalisme c'est de l'investigation déjà, donc il n'y a pas à préciser que c'est un journalisme d'investigation. Et là, ce genre journalistique s'est développé à travers certains journaux d'opinion que je n'ai pas besoin de citer ici. Et on a vu aussi des jeunes journalistes qui, à travers les plumes, quand même essaient donc de ressembler ou du moins de suivre un peu les pas de Norbert Zongo à travers l'audace, la dénonciation critique, ainsi de suite. Bon, malheureusement, il y en a qui ont commencé à dégénérer. Je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, des gens qui ont voulu vraiment ressembler à Norbert Zongo, mais ils sont en train de dégénérer aujourd'hui. Bon, ça ce n'est pas le problème. Maintenant, Norbert Zongo, ici, après avoir libéré la parole, maintenant, la question qu'on doit se poser là, qu'est-ce que les journalistes eux-mêmes font de cette liberté d'expression que Norbert Zongo a libérée? C'est à ce niveau qu'il a le problème. Voilà. Et donc, on a des très brillants journalistes, il faut le dire, et beaucoup, en tout cas, font leur travail avec un professionnalisme maîtrisé et assumé, comme Norbert Zongo le faisait. Mais malheureusement aussi, il faut constater qu'il y a souvent des dérives médiatiques qu'on peut relever ici. Voilà. Maintenant, quel usage les journalistes font même de cette liberté d'expression? Et je dirais que les journalistes, très tôt, ou du moins, ils sont prompts à accuser le pouvoir public de violer la liberté d'expression, ou du moins de ne pas garantir ou de porter atteinte à la liberté d'expression. Mais on se rend compte que les journalistes eux-mêmes aussi portent atteinte à la liberté d'expression à travers ici la pratique médiatique. On voit ici des journalistes, peut-être par manque d'assises professionnelles, un déficit d'assises professionnelles, qui font donc des manquements graves à l'éthique et à la déontologie du métier à travers de fausses nouvelles. Je vais pas citer. Mais ça c'est clair. Il y a le CSC qui va vous entendre. Il y a le CSC qui va vous entendre, qui va vous interpeller. De fausses nouvelles, et même quand vous regardez, quand vous regardez, le CSC va vous interpeller. Et même demander au CSC, il vous dira qu'en la matière, le journaliste burkinabé, quand même, mais ça reste il faut lui reconnaître son professionnalisme. Ça reste une violation de la liberté, parce qu'il n'y a pas de liberté sans garantie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc la garantie, c'est le CSC qui garantit les règles. Ce que je dis, vous savez, quand on veut, la loi de l'optimum, de la généralisation, va au moins par le caractère représentatif des cas. On est d'accord. Mais on est d'accord qu'il y a des dérives. On veut vouer tout un métier à gémonie. Ça veut dire qu'au moins, on a, par la loi de l'optimum, à dire que la plupart, voilà comment est-ce qu'ils se comportent, et donc on peut généraliser. Alors qu'ici, on n'est pas du tout dans ce cas de figure. Si vous parlez de la loi de l'optimum, c'est qu'il se passe qu'il y a des dérives, que vous parlez ici, du CSC qui est là pour réguler. S'il n'y a pas de dérives, le CSC ne va pas réguler. Mais il y a des dérives dans les pratiques médiatiques. Il y a quelques cas minimes. Oui, mais justement, ça reste des dérives. Voilà. Mais cela ne veut pas dire que c'est-à-dire qu'il n'y a pas de bons journalistes, non. Mais il y a dans n'importe quel pays, il y a des dérives. Mais même au Burkina ici, on a suspendu combien de médias occidentaux? Ce sont des dérives médiatiques, ce sont des pratiques déviantes.
Et dans tout corps de métier, il y a ici ces pratiques déviantes. Donc dans le journalisme, ça il faut le dire, il y a ici des dérives médiatiques dont les journalistes eux-mêmes sont conscients de ça. Voilà. Et il y en a, c'est par manque peut-être d'assises professionnelles que ces dérives-là surviennent. Comme il y en a, c'est par mauvaise foi. Ça, il faut le dire. Et ce qu'il faut déplorer aujourd'hui, c'est qu'il y a certains journalistes qui se camouflent derrière le journalisme pour mener un combat politique déloyal. Et c'est ce qu'il faut éviter. Et je me dis même que les journalistes même doivent être les premiers à dénoncer ces gens qui utilisent le journalisme pour défendre des causes obscures, pour défendre des intérêts étrangers parfois au journalisme lui-même. Je ne vais pas citer des noms, nous sommes tous des observateurs de la scène. Et c'est ce qui n'est pas bon. Et les journalistes eux-mêmes doivent pouvoir dénoncer ça pour, en tout cas, garantir la crédibilité de leur métier. C'est vrai qu'on connaît tous ce que c'est que la mésinformation, la malinformation, la désinformation, c'est des éléments qu'on connaît. Mais souvent, le reproche qui est fait, c'est celui de ne pas accompagner. Ça, comment dire ça? C'est un élément qui revient très souvent. Il n'accompagne pas. C'est quoi accompagner? Oui. Non, ça sera mon dernier. Ça sera mon dernier. Ça sera mon dernier. On m'a posé une question. Moi, je suis en train de vous dire, vous m'avez demandé de porter un regard sur la pratique médiatique aujourd'hui. Mais je suis en train de vous relever ce que moi je constate et bien d'autres comme dérive médiatique. Et les journalistes eux-mêmes sont au courant de ça. Maintenant, il va falloir que chaque journaliste travaille ici. Vous avez dit qu'il y a des cas. Oui, il y a des cas. On va pas citer. Bon, ce sera la dernière question très rapidement, puisque aujourd'hui on a... Les journalistes sont nos amis, ils sont nombreux qui sont nos promotionnaires aussi. Nous n'avons rien contre vous. La preuve est que nous sommes toujours ensemble. Et on ne vous demande pas d'accompagner. En réalité, on ne vous demande pas d'accompagner. Ce qu'on demande aux journalistes aujourd'hui, c'est d'être professionnels. Et le professionnalisme, c'est deux choses. C'est la déontologie et la morale. Il faut que les deux partent ensemble. On ne peut pas dire qu'on est professionnel seulement en restant attaché à la déontologie. Dans la déontologie, il faut prendre en compte la morale. La morale, c'est quoi? Le Burkina est dans quel contexte aujourd'hui? Le Burkina est dans un contexte de guerre. Qu'est-ce qu'il faut faire? Faut-il donner l'information de sorte à ce que la paix revienne, ou bien il faut donner l'information pour compliquer la situation? Et là, la morale dit qu'il faut donner l'information à ce que la paix revienne. Ça, ce n'est pas de l'accompagnement. C'est une question morale. C'est une exigence morale. Ça se passe comme ça en France, ça se passe comme ça en Ukraine, ça se passe comme ça en Russie, ça se passe comme ça partout. Maintenant, c'est comme Dr Olé a dit, il y a beaucoup de journalistes qui sont là, qui font un formidable travail, même parmi les jeunes journalistes. Moi-même, hier, j'ai dit qu'il faudrait que vous-même, vous revoyez encore, vous vous dressez contre certains journalistes qui vraiment ne font pas de journalisme comme ils devraient le faire. Et ça, c'est une réalité. On ne vous demande pas d'accompagner, on vous demande seulement de faire un travail de façon professionnelle, comme de nombreux Burkinabés devraient même travailler de façon professionnelle. Si le professionnalisme est là, ça ne pose pas de débat. Mais il y a beaucoup de journalistes qui ne sont pas professionnels. D'autres même, on dirait qu'ils n'ont même pas été formés, d'autres même, on dirait qu'ils n'ont même pas été dans une école de journalisme. Et quand vous voyez ces... D'autres aussi utilisent les plumes pour faire des règlements de compte pour se venger d'autres personnes en cette période de guerre. Là, on ne peut pas accepter sur la question. Voilà. Oui, voilà. Donc, je vais souligner que va lui-même veut restreindre ma liberté d'expression. Ok, voilà. Allez-y. Donc, non, je peux après mettre à ta disposition un article que j'ai publié dans la revue africaine des médias, Crise du journalisme et de l'espace public en Afrique. Quelle alternative pour un développement du futur africain, où je passe en revue les dérives médiatiques en Afrique. Voilà, donc on ne va pas trop s'étendre là-dessus. Et je t'informe que moi, j'ai fait du journalisme. J'ai animé un journal, La Référence, sur là. Et le directeur du c'était Ousmane Danfodjo, actuellement de l'ALT, qui est vice-président de l'ALT. Donc j'ai fait du journalisme. Et même nous voulons relancer même ce journal, c'est-à-dire dans les jours à venir. Donc je ne suis pas étranger à ce monde. Voilà, donc et j'ai fait la sociologie du journalisme. Donc ce que j'ai dit, quand même, c'est déjà des réflexions qui ont été menées. Oui, et c'est ça que je voulais établir. Mais maintenant, voilà. Maintenant, pour ce qui est de l'accompagnement, effectivement, et nous sommes dans un contexte exceptionnel, un contexte particulier, des crises politiques, des crises socio-politiques, comme les gens le disent, dans un contexte de guerre où la sécurité même du pays est menacée. Voilà. Et donc, dans ce contexte, les journalistes étant des Burkinabés, et je pense que c'est pour ça que le pouvoir public, si je ne me trompe pas, veut bien que les journalistes accompagnent les efforts de reconquête du territoire que nous sommes en train de faire. Je ne pense pas qu'on demande aux journalistes de ne pas critiquer ou de ne pas ici être objectif.
voilà, de passer le temps à soutenir un régime. Je ne pense pas que ce qu'on va demander aux journalistes, c'est ça. Maintenant, il ne faudra pas que les journalistes compromettent les efforts de reconquête du territoire qu'ils sont en train de faire actuellement. Je pense que c'est de là qu'il s'agit. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est quoi? Vous pensez qu'ils le compromettent? Non, je dis c'est ce qu'on demande aux journalistes. Au niveau de la parce qu'il y a un problème, peut-être que les gens ne se rendent pas compte. Dans une situation de guerre, il y a la communication de guerre que l'armée fait et les forces de défense et de sécurité font. Et cette communication de guerre de l'armée n'a rien à voir avec comment on appelle là, le travail d'information médiatique. Parce que dans la communication de guerre, il y a aussi l'aspect propagande qui est là. Et ça fait partie de la guerre. Souvent, il faut dissuader l'ennemi à travers ici, c'est-à-dire des communiqués. Souvent, il faut agir sur même la psychologie même de l'adversaire pour l'abattre même, c'est-à-dire à travers ici un certain nombre de propos, de communiqués, de discours. Et ça fait partie de la guerre. Donc, ce n'est pas forcément la vérité qui est recherchée, mais ça vise ici c'est-à-dire à minimiser les capacités ici de l'adversaire et à minimiser aussi les effets de destruction de l'adversaire. Donc, du coup, lorsque cette communication, c'est-à-dire qu'elle doit se faire, et le journaliste vient avec sa déontologie professionnelle où il veut révéler les faits tels que ça se pose, ça je vous assure que c'est déjà un conflit qui se pose. D'accord, on va terminer. Mais parce que voilà la situation dans laquelle la réalité nous aussi, la réalité, bon, la communication je suis très mal à l'aise et la communication d'information médiatique. Je suis très mal à l'aise je suis très mal à l'aise dans ce débat parce que j'ai bien envie de troquer ma chaise de modérateur et venir m'asseoir à vos côtés et puis on va commencer à débattre. Parce que la question aussi, la question elle est très intéressante. Elle est très intéressante, mais je pense qu'il faut que on retienne aussi que le journaliste burkinabé aujourd'hui ne donne pas tout ce qu'il a parce qu'il pèse ce qu'il a. Et j'ai pas fini. J'ai pas fini. Il y a des personnes qui sont en concurrence pure et parfaite avec le journaliste dans son métier et jusque dans l'âme de ce métier, qui donnent sur les réseaux sociaux tout ce qu'il a. Et ces personnes-là, c'est les plus abonnés et c'est les personnes qui sont dites patriotes même d'ailleurs, qui disent et qui donnent, qui révèlent des informations qui sont tendancieuses et très difficiles pour nos forces sur le terrain. Mais on fait toujours le procès du journaliste et ça continue d'être. Et il y a un autre élément. La grande contribution du journaliste, et pour moi c'est un appel en même temps, c'est celui d'ouvrir et d'offrir ses lucarnes et ses vitrines à celui qui a la force et à celui qui est sur le terrain pour pouvoir dire ce qui est. Aujourd'hui, pour avoir, et ça je lance en même temps un appel à nos ministres et aux autres, pour les avoir sur un plateau c'est devenu très compliqué. Et je pense que c'est là où on doit peut-être agir en partenaire, c'est très important, parce que même, ce n'est pas le besoin du journaliste, c'est le besoin du téléspectateur, de l'auditeur, d'entendre son autorité. Et ça, pour moi, c'est très important. Oui, voilà. Mais je vous donne seulement 20 secondes et je vais terminer parce qu'on va continuer. Parce que d'abord la guerre est une épreuve très difficile et qui fait que c'est souvent compliqué. Voilà. Mais les journalistes, comme je l'ai dit, beaucoup de journalistes sont professionnels. Mais il faudrait aussi que les journalistes sachent qu'ils n'ont pas à faire la concurrence avec des activistes. Un activiste, par exemple, qui est sur les réseaux sociaux, qui anime sa page. Il ne parle pas de concurrence. J'ai dit que le procès est fait aux journalistes qui a beaucoup de retenue. Parce que le journaliste... celui dont beaucoup sont laudateurs, en fait, lui-même passe des lignes, mais bon, ça... Non, parce que le problème, bien au contraire, il est... Quand on va à dire ceci, c'est un autre débat. Un journaliste professionnel. C'est ça le problème. Parce que quand le journaliste parle, lui, il est un journaliste. C'est sa profession. Par rapport à un activiste... J'étais sur un autre schéma, mais bon... Il y a une différence quand même. J'étais sur un autre schéma. Voilà. J'étais sur un autre schéma argumentaire. Oui. Parce que je pense qu'il y a... Bon, ici, je suis sur un autre schéma argumentaire. Oui. On ne peut nullement se comparer aux lanceurs d'alerte, aux activistes. Nous sommes trop sérieux pour ça. Voilà, vous êtes trop sérieux pour ça. Bon, merci en tout cas à vous. On a compris la problématique. Merci donc à vous d'être passé. Adama Amadé Sigiré, écrivain coordonnateur du RISA, Rassemblement des intelligences pour la souveraineté de l'Afrique. Olo Pépéyen, sociopolitologue, enseignant-chercheur au CNRST. En tout cas, merci d'être passé. Merci. Désolé d'avoir occupé la place à côté de vous en même temps que j'étais modérateur. Et puis, il y a cette information qu'il faut donner. Remaniement, il y a le ministre Jean-Emmanuel Ouedraogo qui est désormais ministre d'État, ministre de la Communication, Xavier Gouba qui est désormais ministre des Mines, et nous avons Jacques Sosten Dinga, ancien secrétaire général du gouvernement, qui devient lui ministre en charge de l'éducation nationale.
Stella Cabré, qui est désormais ministre délégué à la coopération régionale. D'ici la fin donc de ce JDS, on va revenir en tout cas dans le détail sur ces informations qui viennent de tomber. Nous allons poursuivre ce JDS avec une autre rubrique, c'est celle culture. Et dans la rubrique culture, nous devions parler du Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou. C'est la promotion de la matière locale, de la créativité des acteurs de la mode, ce qui a commencé donc aujourd'hui même et devrait se poursuivre jusqu'au 30 décembre prochain à la place de la nation de Ouagadougou. Il faut donc préciser que le CIPAO, c'est le Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou, quel salon qui a débuté il y a maintenant un peu plus de 7 ans. Et cet événement réunit plus d'une centaine de créateurs de mode qui viennent des 4 coins de l'Afrique autour donc d'un marché de prêt-à-porter africain. Et nous allons d'ailleurs en recevoir tout à l'heure l'organisateur pour quelques donc précisions sur cette véritable vitrine de la mode africaine qui a débuté le 17, qui aura cours jusqu'au 30 décembre à Ouagadougou. Nous y sommes et ça a débuté même cet après-midi. Voilà, donc c'est les premières images que nous sommes en train de partager. L'organisateur est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, comment vous allez? Merci, merci. C'est un véritable bonheur de vous avoir. Vous avez commencé juste ce soir, hein, cet après-midi. Ouais, c'est autour de 15h. C'est autour de 15h. Autour de 15h. 7 ans déjà. Oui, 7 ans. Quand vous regardez derrière, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis que l'Afrique a du talent. Il y a des créateurs qui sont cachés qu'on ne voit pas. Et que l'Afrique peut, dans le domaine du métier de la mode, du textile, peut faire beaucoup de choses sur le plan économique. On vous voit en tout cas joliment habillé avec les matières qui sont les nôtres. Et ce salon, c'est aussi sa vocation de mettre en avant ce que nous avons comme production ici. Justement, ce salon, donc, qui est le salon, comme on le dit, du prêt-à-porter africain, où on utilise beaucoup de la matière africaine pour les créations. Au Burkina, plus précisément, on utilise le faso d'Anfani et le cocodunda et bogolan et autres matières burkinabé et africain, parce que ce salon il est africain, donc il y a pas mal de créateurs de la sous-région qui participent et qui viennent aussi avec la collection de la matière de leur pays, puisque c'est un salon africain. Donc voilà grosso modo que ce salon, l'objectif de ce salon est de pouvoir transformer la matière que nous avons en produit fini pour conquérir le marché. Quelles sont les innovations pour cette 7e édition? Parce que c'est à chaque fois en fin d'année aussi que vous le faites. Quelles sont les innovations? Bon, les innovations est que nous allons sur le site, il y aura des formations puisque c'est des créateurs qui sont là. Le CIPAO, c'est aussi un lieu d'inspiration, de création, d'apprentissage, échange d'expériences. Donc, cette année, il y aura comme innovation, échange d'expérience et une formation aussi sur les finitions des produits. Voilà ce qu'on a comme innovation, parce que c'est très important que les produits, qu'on a des produits avec une belle finition, tout et tout, pour permettre aux consommateurs de pouvoir se faire plaisir. Si. Voilà. Vous mettez en avant donc nos productions, mais est-ce que c'est pour les créateurs que vous êtes, c'est des matières vraiment disponibles et puis accessibles aussi, parce que après il y a souvent comment dire cela, cette critique là qui revient très souvent. Oui, c'est bien, on veut, mais après ça devient un peu plus difficile pour le commun des Burkinabés. Est-ce que ça, c'est pas une critique qui revient, mais vous travaillez là-dessus? Comment ça se passe? On travaille là-dessus pour pouvoir arriver à un produit à la portée de tout le monde. Mais il faut que les gens se disent que quand vous consommez local, ce n'est jamais cher. C'est cher, c'est vrai.
Mais la durée de vie de cette matière est beaucoup plus longue. Quand vous prenez une robe en façon d'enfanée, ou un costume en façon d'enfanée, ou une chemise en façon d'enfanée, elle a une durée de vie de plus de 5 ans, 6 ans, 7 ans. Donc finalement, quand vous faites le calcul, vous trouvez que le produit n'est pas cher. Par rapport à... Vous allez acheter un produit pas cher, mais vous allez le renouveler plusieurs fois. Voilà. Donc, mais on travaille là-dessus pour arriver à un moment où nous allons avoir des produits pas chers. Bon, je peux vous dire aujourd'hui, on dit que c'est cher, mais on peut avoir une chemise en façon d'enfanée à 10 000 ou à 7 500 par rapport à la chemise qui vient de l'extérieur, qui va être peut-être 3 000 ou 4 000, mais que vous allez la changer 3 ou 4 fois. Et que le d'enfanée est toujours là. Donc, au final, lequel qui est... Au final, le d'enfanée n'est pas cher. Mais on travaille quand même là-dessus pour arriver, pour que le d'enfanée soit à la portée de tous les Burkinabés. Il ne faut pas seulement voir le prix, il y a le rapport qualité-prix, et il y a aussi ce qu'on apporte aussi à ces braves dames qui sont derrière ces productions que nous avons. Justement, c'est pour dire ça que quand les gens consomment burkinabé, dites-vous que vous faites vivre plusieurs personnes, parce qu'il y a le cotonculteur qui va produire le coton, et il y a la filature qui va filer le fil, et il y a les tisseuses qui vont faire le pain, et nous les créateurs, on va au produit fini et on cherche le marché. Alors quand on calcule, il y a combien de personnes qui gagnent à manger là-dessus? Qui sont dans la chaîne. Qui sont dans la chaîne, cette chaîne de métier de la mode. Voilà. Il y a ceux qui tissent, il y a ceux qui font la teinture, il y a ceux qui créent, il y a tellement du monde. Ça englobe beaucoup du monde par rapport à autres. Par rapport à si cette matière on ne la transforme pas et qu'on l'amène voilà, comme ça d'ailleurs pour venir vendre. Alors en ce moment-là, on ne crée pas de l'emploi. Alors que nous, en transformant cette matière, on crée de l'emploi. De toute façon, en dehors même du textile, nous devons pouvoir transformer tout ce que nous avons. Ouais. D'accord. Mais il est Mava, dites-moi. Oui. Quand on regarde très souvent, on a aussi un genre de concurrence déloyale qui vous est fait. On regarde des modèles qui sont les vôtres. Très vite, on va voir excusez-moi du terme, on va en Chine, on monte la photo, et puis on fait produire et on revient. C'est difficile pour les producteurs, voilà, les fermiers que vous êtes qui travaillent jour et nuit. Bon, ça c'est vrai, mais actuellement, les créateurs burkinabés, africains, je peux dire que nous sommes en train de travailler là-dessus et les consommateurs nous font confiance. Je peux dire que maintenant, il y aura des personnes, à moins que côté finance, légèrement, sinon ils préfèrent consommer africain que des produits venus d'ailleurs. Beaucoup, beaucoup. Et je sais que le travail qu'on est en train de faire, pourquoi? Parce que c'est des modèles, même si vous allez le produire ailleurs pour revenir, ça ne serait pas comme ce que le créateur a fait. Et les gens ont besoin de porter pour les créateurs. Et ça, c'est important. Ça, c'est une chance pour nous, les créateurs, de pouvoir faire un effort, profiter de le fait que les consommateurs nous font confiance et ils ont besoin des produits des créateurs africains. Ça, c'est très important. Et puis bon, on le sait, la copie n'est jamais l'original. Il y a toujours une forte différence. Et puis on est toujours fiers de porter ce que nos créateurs ont fait. Mais j'ai dit que le prêt-à-porter africain, il a quand même son aura. Parce que bon, se disent bon, il y a telle marque là, je veux. Oui, voilà. Et souvent ça, c'est plutôt une question de quoi. C'est un peu du snobisme. Mais les marques prêt-à-porter africaines, elles commencent à avoir du nom. Ça c'est vrai, ça commence à vendre. Si vous faites un tour à ce salon de prêt-à-porter africain, le CIPAO, qui se passe actuellement à la place de la Révolution. En ce moment, vous allez voir, quand vous visitez les produits des créateurs africains, mais c'est fou. C'est fou. Il y a tellement de belles choses, de belles robes. Il y en a, ils se sont améliorés dans le d'Anfani, vraiment bien fait. Non, il n'y a rien à envier ailleurs. C'est qu'on fait vraiment, je pense que c'est formidable. Vous faites bien de dire cela, parce que souvent il y avait la critique facile. Oh, côté finition, là, mais maintenant ça c'est fini. Ça c'est fini. Mais on continue à travailler là-dessus parce que il faut que nous arrivions
il faut que nous arrivions à satisfaire les consommateurs burkinabés africains et en dehors du continent africain. Avec les exigences aussi qui sont les leurs. Oui, il faut que nous aussi nos produits, que nous produisons notre matière première, qu'on la fasse produit fini, on arrive à le vendre aussi en dehors du continent africain. Il n'y a pas que les autres qui doivent venir nous donner leurs produits. Il faut que nos produits aussi sortent du continent africain. Et ça, c'est un combat que nous menons aussi. Et aujourd'hui, pour ce qui est de ce salon-là, du 17 au 30, il y a combien de nationalités qui sont là? Parce que c'est quand même africain. Oui, c'est quand même africain. Je sais qu'il y a le Sénégal, le Togo, le Bénin, le Mali, la Côte d'Ivoire, le Ghana que j'ai cité, et on n'a pas la Mauritanie, mais on a les Africains de la sous-région. L'Afrique centrale, un peu éloignée quand même, mais ils ont manifesté leur besoin de venir. Alors, je leur ai dit, envoyez-moi vos collections, on va voir. Et je regardais, et je dis, vous pouvez venir pour apprendre au salon. Mais c'est pas sûr que vous allez vendre. Parce que, vu ce que les créateurs de l'Afrique de l'Ouest font, c'est formidable. Et je ne voudrais pas venir, si les créateurs viennent et se disent, bon, CIPAO, c'est un salon d'apprentissage, c'est un salon d'inspiration, c'est un salon de création, je viens pour apprendre. Là, il n'y a pas de problème. Mais si les gens quittent l'Afrique centrale pour venir pour vendre, je leur dis non, vous pouvez venir regarder. Mais pour vendre... Parce que vous êtes sélectif aussi. C'est-à-dire que ce qui doit être proposé soit d'abord de qualité, et si on n'y est pas, on peut venir quand même apprendre sous côté aux autres. De qualité, mais d'innovation, parce que si un modèle que nous avons porté à 15-20 ans, et que vous allez venir avec ce modèle, vous n'allez pas vendre. Ça veut dire qu'ils sont légèrement en retard dans la création. Mais j'essaie d'être franc avec eux. Vous pouvez venir apprendre. Voilà. Si vous pouvez venir apprendre, ça peut toujours aider quand on se déplace. Sinon, je pense que l'Afrique peut faire beaucoup de choses avec le textile africain. Beaucoup. Parce que partout, on peut vendre. D'accord. Ouais, partout. Donc, c'est-à-dire que vous appelez les Burkinabés, enfin ceux qui sont à Ouaga, ou de venir massivement donc du 17 au 30 à ce salon-là, CIPAO. Oui, j'appelle tous les Burkinabés, les Ouagalais, tous les passionnés de la mode de passer à ce salon pour voir les merveilles des créateurs. Et parce qu'il y a beaucoup à voir. Il y a beaucoup de choses à voir. Il y a tellement de belles choses à voir que j'appelle les gens de venir. C'est fou, c'est qu'il y a. En tout cas, nous, on va faire un tour. On y était déjà cet après-midi. Et on passera donc venir mettre toujours la lumière sur ce salon, qui est une belle initiative, Salon international du prêt-à-porter africain de Ouagadougou. En tout cas, merci d'être passé. Merci à vous. Merci à TriTV. Merci pour tout ce que vous faites pour le textile africain et aussi pour les créateurs, les artisans et tout. Merci infiniment. Merci à vous, Idemava. Vous êtes un grand nom de notre ciseau et donc on est content de vous avoir eu. Merci beaucoup. On va poursuivre ce JDS avec une autre rubrique et à présent, ça sera celle sport. Et dans la partie sport de ce JDS, journal du dimanche au soir, je vais recevoir tout à l'heure donc Claude Omba pour nous intéresser ensemble à tout ce qu'il y a comme préparatif pour la CAN, Coupe d'Afrique des Nations, et rappeler que pour le Burkina, il y a quand même mercredi ce qui est attendu comme liste des étalons pour les rencontres prochaines. Donc Hubert Vellu dit ses choix sont bien entendus et tout comme le Burkina Faso, les autres équipes continuent donc de se préparer puisque très bientôt, il y a cette CAN-là qui vient. Il faut donc peaufiner les choses. Claude Romba, bonsoir. Oui, bonsoir, Geoffroy. Merci d'être avec nous. En tout cas, ravi d'être là. Plaisir partagé. Je disais tout à l'heure, il y a d'abord la liste de mercredi qu'on attend, non? Tout à fait, on attend cette liste avec beaucoup d'impatience parce que c'est la dernière ligne droite. C'est cela. Je pense que... déjà, il faut dire que la pré-liste est partie. Parce que la CAF avait demandé aux équipes
faire venir leur claire liste avant le 16 décembre, donc ça veut dire que c'est déjà venu. Ok. Maintenant, bon. Il faut attendre les choix donc de Vélud, commencer à bien y regarder et puis bon, évidemment les analystes sportifs que vous êtes, vous viendront encore nous dire pourquoi est-ce qu'il n'y a pas celui-là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas celui-ci, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas confiance en celui-là. Mais en attendant aussi, il y a non, mais il faut dire qu'il n'y aura pas, changement. Il n'y aura pas grand changement. Mais il y a toujours des polémiques. Oui, sinon les choix, il y aura toujours des polémiques. Maintenant, on retient son souffle parce que bon, quand on sait que Bertrand Traoré est sorti blessé lors de la dernière rencontre des étalons et que bon, quand on regarde au niveau de Aston Villa, il n'a pas encore repris, donc on peut encore se poser quelques questions sur l'état de forme donc, du capitaine des étalons. Mais bon, on sait également que Bertrand, quand même, ça reste quand même une âme fatale pour le Burkina. Maintenant, il faut dire qu'à mon avis, il n'y aura pas forcément trop de grands changements. Surtout que bon, la CAF permet donc aux équipes d'aller jusqu'à 27 joueurs. Donc je pense que normalement, tout le monde doit pouvoir y être. D'accord. À mon avis. Justement, mais tout comme le Burkina, les autres équipes affinent leurs armes. Parce qu'il y a la CAN qui est en train d'avancer à grands pas. Il faut choisir déjà là où est-ce qu'on va aller se mettre à l'aise et travailler. Donc chacun y va de son choix aujourd'hui. Quel regard on peut avoir d'abord sur peut-être le choix du Burkina et les autres? D'accord. Il faut dire que la CAN, tout le monde le sait, se déroule en Côte d'Ivoire. Donc c'est juste à côté. Quand vous prenez un pays comme le Mali qui a décidé donc d'établir son camp de base directement à Bamako, parce que bon, c'est le pays voisin, c'est la Côte d'Ivoire, c'est juste à côté. Donc ils ont établi les camps de base du côté de Bamako. Et puis peut-être ça sera ponctué d'un seul match amical avant donc de rallier Korogo. Vous savez que le Mali est du côté de Korogo. Donc voilà. Et quand vous prenez un pays comme l'Algérie qui a décidé de venir se préparer du côté donc du Togo, et avec 2 matchs amicaux avant donc de partir du côté donc de... Parce que l'Algérie était un adversaire direct pour le Burkina, avant de gagner Bouaké. Vous avez également aussi un pays comme la Tunisie qui a décidé de rester sur ses propres installations pour se préparer. Vous avez le Burkina qui a décidé d'aller se préparer du côté donc de Abu Dhabi, aux Émirats Arabes Unis, pour après rallier Bouaké. Le stage des étalons commence le 28 décembre. Il faut le dire, avant donc de rallier Bouaké. On espère en tout cas que les étalons, en tout cas pour ce qui a été dit, devraient donc avoir au moins 1 ou 2 matchs amicaux par rapport donc aux équipes qui seront présentes là-bas du côté donc des Émirats arabes, des Émirats pour préparer donc cette CAN. On sait que les léopards donc de la RD Congo seront du côté de Abu Dhabi. Donc voilà un peu. Maintenant c'est vrai que ça fait un peu jaser côté Burkina, puisque on se demande mais pourquoi aller jusqu'à Abu Dhabi alors que bon c'est le pays voisin. On constate que les voisins qui sont qualifiés pour la CAN, que ce soit la Côte d'Ivoire a décidé de rester sur place. Ce qui est logique. Donc ce qui est logique en attendant donc de rester se préparer à Abidjan, parce que bon c'est en Côte d'Ivoire. Ben, le Mali a décidé de rester sur ses propres installations parce que c'est juste à côté. Ben, la Guinée également devrait probablement rester dans son pays. Bon, ils n'ont pas encore choisi, mais probablement tout porte à croire que la Guinée pourrait rester en tout cas à côté et ne pas aller loin. Maintenant que le Burkina décide d'aller se préparer à Abu Dhabi, c'est vrai que certaines personnes se posent la question, pourquoi ne pas se préparer juste à côté également aussi pour éviter les frais. Ben, il faut se dire aussi que depuis quelque temps aussi, les Émirats Arabes Unis sont de plus en plus choisis par les pays pour évidemment se préparer, parce que bon, vous savez, il y a le soft power, ils essaient donc d'attirer les gens, donc voilà, peut-être que ça, tout cela il y a des facilités qui sont faites, mais derrière aussi il faut regarder le caractère de l'acclimatation, il faut regarder la concordance des climats et tout, parce qu'on va jouer aussi dans... Est-ce que la réalité est pareille aujourd'hui? Bon, je pense que les questions d'acclimatation, les spécialistes vous diront que pour s'acclimater, on n'a pas besoin d'une semaine pour s'acclimater. Voilà, donc à partir de ce moment, ce n'est pas forcément, je dirais, un critère véritablement qui peut contrebalancer, parce que on vous dit à partir de 2 ou 3 jours déjà on s'acclimate. Donc pourquoi aller? Il faut avoir de bonnes installations, être sur de bonnes installations, avoir donc une préparation optimum avant donc de partir s'acclimater à 2 ou 3 jours donc de comment dirais-je. On pourrait, en tout cas pour les spécialistes, en tout cas l'acclimatation, on n'a pas besoin donc de prendre au moins une semaine pour s'acclimater. Voilà un peu ce qu'ils disent
spécialistes. Maintenant, est-ce que tout le monde l'entend de cette oreille? Je ne sais pas. Mais il faut aussi le dire que, est-ce que ça va revenir cher? Est-ce que d'autres personnes se posent? Je ne pense pas trop. Parce que bon, dès lors qu'il y a, évidemment, pour rallier, je pense qu'il est plus facile, hein, si les joueurs sont tous professionnels, il est plus facile d'avoir des billets qui vont rallier cette partie du monde-là que de prendre des billets pour venir directement en Afrique. Donc voilà un peu aussi qui pourrait expliquer pourquoi choisir. Maintenant, comme vous l'avez dit, il peut y avoir des facilités, il peut y avoir des... voilà. Et puis bon, il faut être... Pour la préparation aussi, je pense que c'est aussi important. Pas que je défends le fait qu'on parte se préparer aux choses, mais ça permet aussi d'avoir une certaine sérénité, parce qu'on constate que quand on regroupe les joueurs, surtout si c'est dans leur pays, il y a beaucoup de pollution. Voilà, bon, et puis on connaît la réalité de notre fédération burkinabé de football aujourd'hui. Voilà, donc, je ne pense pas que ce soit forcément le lieu indiqué pour que ces joueurs-là viennent connaître toutes les fractures qu'on a ici, tout à fait. Toutes les dissensions qui sont ici, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, il faut reconnaître que le fait d'aller se préparer à Abu Dhabi aussi, pour moi, si les installations, on sait que les installations sont bonnes. À partir du moment où il y a de bonnes installations et que bon, on peut créer un climat serein de travail, je pense que normalement, ça ne pose pas de problème. Et puis revenir s'installer du côté de Bouaké et puis bon, attendre donc le premier match, je pense que normalement ça doit le faire. Maintenant, il faut qu'on arrête aussi trop de polémiques autour donc, de la préparation donc, des équipes pour ne pas polluer un peu l'atmosphère. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important dans une préparation, ce sont d'abord les infrastructures. Voilà, qui sont assez importantes, parce que si vous avez, s'ils sont bien logés, ils sont, le terrain d'entraînement est bon, s'ils peuvent trouver des équipes, des sparring partners à la hauteur pour se préparer et puis faire des matchs d'application, je pense que c'est bon. Voilà, ça aussi, il faut penser que c'est vrai que si on est allé chercher jusqu'à. C'est pas la première fois que le Burkina va se préparer dans cette partie du monde. Il faut dire que, comme vous l'avez dit, il y a des facilités qui sont offertes également aussi donc, au Burkina donc, de pouvoir aller se préparer là-bas. Donc, autant en profiter pour avoir une préparation optimum. Peut-être que le grand défi aujourd'hui va rester, comme vous l'avez dit, ça va rester quand même la liste de Hubert Velud qu'on attend impatiemment, parce que cette liste-là va permettre évidemment de connaître la configuration de l'équipe du Burkina Faso qui sera donc... est-ce qu'il y aura des surprises? On n'en sait jamais, parce que évidemment il faut toujours attendre à des surprises, parce que c'est une Coupe d'Afrique des Nations, il y a des joueurs qui tapent à la porte, l'entraîneur peut faire sortir de sa poche également aussi, je dirais, une poche de sa poche magique. Donc ce Messi qui va venir nous sauver, pourquoi pas? Donc toujours est-il qu'on va attendre de voir ce que va dire Hubert Velud au soir donc du 20. Et on va donc apprécier tout cela. En tout cas, merci à vous, Claude Romba, d'être passé, apporter ces décryptages-là. Et cette CAN qu'on attend est vraiment à grands pas et qui est en train de s'approcher. Dernière nouvelle, il ne faudrait pas l'oublier, j'ai dit que j'allais revenir là-dessus jusqu'à la fin de ce JDS. Remaniement ministériel, 6 changements. Jean-Emmanuel Ouedraogo, qui est désormais ministre d'État en charge de la communication, de la culture, des arts et du tourisme. Karamoko Jean-Marie Traoré, précédemment ministre délégué chargé de la coopération régionale et désormais ministre en charge des affaires étrangères en remplacement d'Olivia Rwamba. Et Jacques Sosten Dengara quitte le secrétariat général du gouvernement pour le ministère de l'Éducation nationale. Et Yacouba Zabré est désormais ministre en charge des mines, de l'énergie et des carrières en remplacement de Simon-Pierre Boussim. Et Mathias Traoré occupe désormais le poste de secrétaire général du gouvernement. Et pour terminer, c'est Stella Edith Cabré qui est désormais ministre délégué en charge de la coopération. C'est donc avec cette info que nous fermons le JDS, le journal du dimanche au soir, qu'on a d'ailleurs pris plaisir à partager avec vous. On espère se retrouver ensemble dimanche prochain et d'ici là le souhait, portons-nous bien.